La petite mendiante aperçut un millionnaire et s'écria « Papa, je t'ai trouvé ». Lorsque le millionnaire vit la tache de naissance de la fillette, il s'évanouit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La nuit était tombée lourdement sur les rues du quartier modeste, où de simples maisons se serraient dans des ruelles faiblement éclairées. Des flaques s'étaient déjà formées sur les trottoirs inégaux, reflétant les quelques lumières encore en état de marche des vieux lampadaires rouillés. « Dieu est vraiment bon avec moi », murmura Hazel pour elle-même en regardant le pain dans ses mains ridées. « Au moins, aujourd'hui, j'aurai quelque chose à manger avant de dormir, et il en reste même un peu pour demain. » Hazel, une vieille dame aux cheveux totalement blancs et au visage marqué par des rides profondes, avançait difficilement après une longue journée passée penchée sur sa machine à coudre. Ses pas étaient lents et douloureux, soutenus par une canne usée qui connaissait chaque trou du chemin. Ses mains déformées par l'arthrite portaient un sac en plastique contenant les restes de pain qu'elle avait réussi à obtenir de la boulangerie. Sa robe usée, qu'elle avait elle-même confectionnée, était humide à cause de la fine bruine qui avait commencé à tomber. « Mon dos ne supporte plus ce travail épuisant », pensa-t-elle en s'arrêtant pour reprendre son souffle, « mais tant que Dieu me donnera de la force, je continuerai à me battre. » Un faible sanglot brisé perça le silence de la nuit. Le son était si douloureux qu'il semblait provenir de l'âme de celui qui souffrait, presque étouffé par la pluie qui s'intensifiait. Hazel s'arrêta, ajustant ses vieilles lunettes à monture rayées sur son nez. Ses yeux fatigués scrutèrent l'obscurité pour chercher l'origine de ce cri qui lui brisait le cœur. « Mon Jésus, quelle souffrance est-ce que j'entends là ?» chuchota-t-elle, son cœur battant plus vite. On dirait une petite créature en train de mourir de douleur. L'endroit où elle trouva la fillette était un corridor étroit et sombre entre deux bâtiments abandonnés. Le sol était jonché d'ordures et d'eau sale s'écoulant des gouttières rouillées. Parmi des cartons trempés et des vieux journaux, une petite silhouette tremblait violemment. La fillette ne devait pas avoir plus de 6 ans, son corps frêle était secoué de frissons dus au froid et à la fièvre. « Seigneur mon Dieu, comment peut-on être aussi cruel ?» murmura Hazel, les larmes coulant sur son visage ridé en voyant l'état de l'enfant. Abandonner un petit ange comme ça, par ce temps? La condition de la fillette était bouleversante. Sa robe, autrefois blanche, était maintenant tachée de boue. Ses pieds nus étaient couverts de coupures et d'égratignures, certaines saignaient encore. Son visage angélique était marqué de bleu violacé, comme si elle avait été battue. Dans sa petite main froide et sale, elle tenait fermement une montre ancienne au style coûteux, son unique trésor. « Calme-toi, mon petit ange du ciel, je vais m'occuper de toi », murmura Hazel d'une voix douce en remarquant comment la fillette se recroquevillait de peur. « Plus personne ne te fera de mal, je te le promets. » La pluie tombait désormais en cascade, transformant les rues en petits ruisseaux. La fillette tremblait encore plus fort, sa peau brûlait malgré le froid, signe d'une forte fièvre. Ses lèvres fendillées essayaient de former des mots, mais seuls des sons incompréhensibles en sortaient. Ses côtes saillaient sous le tissu mince de sa robe, révélant des jours, peut-être des semaines de faim. « Sainte Vierge, cet enfant brûle de fièvre », murmura Hazel en touchant le front de la fillette avec ses mains calleuses. « Il faut que je la sorte d'ici avant qu'elle n'attrape une pneumonie. » Avec un effort qui fit protester son dos douloureux, Hazel retira son unique manteau de laine et en enveloppa la fillette. Le tissu épais, même humide, valait mieux que la robe trempée que portait la petite. L'enfant ne résista pas au contact doux, peut-être trop faible pour se débattre ou peut-être instinctivement reconnaissant l'amour maternel dans ses mains ridées. « Viens avec mamie, mon petit bouton de rose », murmura-t-elle tendrement en prenant la fillette dans ses bras. « Allons quelque part de chaud et sûr. » Le chemin jusqu'à chez elle n'avait jamais semblé aussi long. Chaque pas était une lutte contre la pluie battante et le poids de la petite dans ses bras. La fillette, qui aurait dû peser comme une enfant normale de 6 ans, était terriblement légère. Sa respiration était haletante, alternant entre des frissons violents et un inquiétant silence. « Encore un peu, mon ange », chuchotait Hazel, ignorant ses propres douleurs. « Bientôt, tu seras au chaud et en sécurité. » La maison d'Hazel était petite et simple, mais propre et bien rangée. Même avec la peinture écaillée, les murs dégageaient la chaleur d'un foyer. Avec difficulté, elle porta la fillette jusqu'à la salle de bain, où une vieille baignoire ébréchée l'attendait. Tandis que l'eau tiède remplissait la baignoire, elle essaya doucement de détacher la montre de la main de la petite. « Tu peux garder ton petit trésor, personne ne te le prendra », promit-elle en voyant la panique dans les yeux de la fillette. « On va juste te donner un bain pour chasser ce froid. » Pendant le bain, chaque nouvelle découverte brisait un peu plus le cœur de la vieille dame.
Le corps frêle était couvert de bleu à différents stades de guérison, sur son dos, des marques rougeâtres suggéraient des brûlures récentes. La tache de naissance en forme de cœur sur son cou ressortait sur sa peau pâle, la seule beauté au milieu de tant de souffrances. Après avoir habillé la fillette d'une vieille chemise de nuit qui ressemblait à une robe sur elle, Hazel prépara une soupe maigre avec les quelques ingrédients qu'elle avait. Son cœur se serra en voyant la petite manger lentement, comme si elle craignait qu'on lui prenne la nourriture à tout moment. La montre restait fermement accrochée dans une main, tandis que l'autre portait la cuillère tremblante à sa bouche. « Il y en a encore, ma chérie, tu peux manger sans crainte, » dit-elle avec tendresse en caressant les cheveux encore humides de la fillette. « À partir de maintenant, tu ne connaîtras plus jamais la faim. » La nuit avançait, et la pluie continuait de tomber sans pitié dehors. Sur le seul lit de la maison, la fillette dormait enfin, brûlante de fièvre. Hazel veillait sur elle, changeant les compresses froides sur son front et priant doucement pour cette vie que le destin avait mise sur son chemin. Le cœur d'Hazel manqua un battement lorsqu'elle examina attentivement la montre et y vit le nom gravé de la famille C, une famille de millionnaires bien connue en ville. Elle se souvenait avoir vu un reportage sur eux, mais jamais un enfant n'avait été mentionné. Ses yeux se tournèrent vers la marque sur le cou de la petite, identique à celle que tout le monde reconnaissait en ville. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Elle s'assit lentement au bord du lit, ses jambes soudain faibles en observant le visage blessé de la petite, qui enfin, dans son sommeil, semblait apaisé. « Sainte Vierge » murmura-t-elle en faisant le signe de croix. « Je ne te laisserai pas retourner dans cet endroit où ils t'ont fait du mal. Tu es en sécurité ici. Je ferai tout ce qu'il faut pour que personne ne puisse te retrouver et te blesser à nouveau, » promit la vieille dame. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse. Rose, désormais âgée de 8 ans, était devenue une fillette douce et attentionnée. Ses yeux, autrefois marqués par la peur, brillaient désormais d'amour lorsqu'elle s'occupait de Hazel. Ce dimanche matin, comme à son habitude, elle s'était levée tôt pour préparer le petit déjeuner pour celle qu'elle appelait tendrement sa mère de cœur. Ses petites mains connaissaient déjà par cœur le chemin vers la cuisine, et avec une habileté acquise au fil du temps, elle alluma le vieux poêle pour chauffer le lait. « Mamie Hazel doit bien manger », murmura-t-elle pour elle-même en mettant la table avec simplicité. Elle est si fatiguée, si différente. Les années avaient appris à Rose à être attentive. Elle remarquait comment les mains de Hazel tremblaient de plus en plus lorsqu'elle cousait, comment son souffle devenait court après le moindre effort, et comment, parfois, elle s'interrompait en plein milieu d'une phrase, perdue dans des pensées lointaines. La petite déposa sur la table le pain qu'elle avait acheté la veille avec l'argent qu'elle avait économisé en effectuant de petites tâches pour les voisins. « Mamie doit manger avant de prendre ses médicaments », pensa Rose en organisant les pilules par ordre, comme le pharmacien lui avait appris. « Je ne peux pas la laisser négliger sa santé. » L'odeur du café fraîchement préparé embaumait la petite maison lorsqu'Hazel apparut enfin dans la cuisine. Son visage était plus pâle que d'habitude et ses mains serraient discrètement sa poitrine. Rose courut l'aider à s'asseoir, remarquant combien sa peau était froide et moite de sueur. La vieille montre, qu'elle ne quittait jamais, pendait à une chaîne usée autour de son cou. « Mon petit ange, tu n'étais pas obligé de te donner tout ce mal, » dit Hazel d'une voix faible en essayant de sourire. « Tu as tout préparé, ma petite, ce n'était pas nécessaire. » En servant le café, Rose réalisa que quelque chose n'allait pas. Hazel toucha à peine la nourriture, ses yeux semblaient lointains, perdus quelque part dans le passé. Soudain, la vieille femme attrapa le bras de la fillette avec une force surprenante, ses grands yeux fixés sur la tache de naissance que la petite robe de Rose ne couvrait pas. « Ma petite, je ne me sens pas bien. Je tiens bon pour toi, mais je ne sais pas combien de temps encore je pourrai continuer. » Hazel haletait, sa voix se perdant par moments. « Il faut que tu saches, cette nuit-là, la nuit où je t'ai recueilli, j'aurais dû te le dire plus tôt. » Les mots de Hazel s'éteignaient, mais l'urgence dans ses yeux était évidente. « Ton père, ma petite, il faut que tu saches qui il est. » Le cœur de Rose battait à tout rompre en entendant ces paroles. En 2 ans, jamais Hazel n'avait mentionné savoir quoi que ce soit sur ses origines. La fillette serra les mains tremblantes de la vieille dame, sentant combien elles étaient glacées. La sueur perlait désormais sur le front ridé de Hazel, et sa respiration devenait de plus en plus difficile. « Mamie, arrête ça, tu me fais peur. Tu ne peux pas être malade, j'ai besoin de toi. » supplia Rose, des larmes commençant à lui monter aux yeux. « Ma famille, c'est toi. » Hazel tenta de parler, ses lèvres bougeant sans émettre un son. Sa peau prit une teinte grise effrayante, et ses mains se serrèrent plus fort contre sa poitrine. Les yeux de la vieille femme s'agrandirent de panique alors qu'elle essayait d'articuler des mots qui ne venaient pas. La montre,
le nom de ton père est le même que... balbutia Hazel avant que sa voix ne soit coupée par un gémissement de douleur. En quelques secondes, tout bascula. Hazel glissa de sa chaise, s'effondrant dans les bras de Rose, qui tenta désespérément de la retenir. Le corps de la vieille dame convulsa violemment tandis que des sons étouffés s'échappaient de sa gorge. La tasse de café tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. « Non, mamie, s'il te plaît, ne me quitte pas », hurla Rose en essayant de garder la tête de Hazel hors du sol. « J'ai besoin de toi. » Le cœur battant à tout rompre, Rose tenta de se souvenir de ce qu'il fallait faire en cas d'urgence. Hazel lui avait toujours dit d'appeler à l'aide si quelque chose arrivait, mais comment pouvait-elle la laisser seule? Les mains de la fillette tremblaient alors qu'elle essayait de trouver le pouls de la vieille femme, comme elle l'avait appris à l'école. « Tiens bon, mamie », murmura-t-elle entre ses sanglots, caressant le visage déjà livide. « Je vais chercher de l'aide, je te le promets, je reviens tout de suite. » Le corps de Hazel devenait de plus en plus lourd, sa respiration de plus en plus faible. Rose savait qu'elle devait agir vite. Avec précaution, elle plaça un oreiller sous la tête de Hazel et courut vers la porte, ses jambes tremblant si fort qu'elle peinait à rester debout. « S'il te plaît, Dieu, ne prends pas ma grand-mère », pria-t-elle en courant, les larmes brouillant sa vision. « Elle est tout ce que j'ai au monde. » Le soleil du matin l'aveugla lorsqu'elle se précipita dans la rue, ses pieds nus frappant l'asphalte brûlant. Sa simple robe flottait au vent, révélant la marque sur son cou, la même que Hazel lui demandait toujours de cacher. « À l'aide, quelqu'un, aidez-moi » cria-t-elle, sa voix résonnant dans les rues encore désertes du dimanche matin. « Ma grand-mère ne va pas bien. » Les maisons semblaient toutes fermées, les fenêtres aveugles à ses appels désespérés. Rose courait dans tous les sens, frappant au portail, criant jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant une éternité loin de Hazel. « S'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui », implora-t-elle, la voix brisée. « Elle va mourir, ma grand-mère va mourir. » La panique grandissait dans sa poitrine à mesure que les minutes s'écoulaient sans réponse. Ses jambes commençaient à céder, ses poumons brûlaient, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le visage pâle de Hazel ne quittait pas son esprit, tout comme les mots incomplets sur son père. « À l'aide » cria-t-elle une dernière fois, sa voix se brisant de désespoir. « S'il vous plaît, aidez-moi » Avec la gorge brûlante et les pieds meurtris, Rose courut de retour chez elle, ses sanglots résonnant dans la rue déserte. Ses petites mains tremblaient en essayant d'ouvrir la porte. Hazel était toujours au même endroit, sa respiration de plus en plus faible. La fillette courut jusqu'au vieux téléphone accroché au mur de la cuisine, celui que la vieille femme lui avait toujours dit d'utiliser uniquement en cas d'urgence. Ses doigts composèrent le numéro qu'elle avait mémorisé en entendant Hazel le répéter si souvent. « Répondez vite, s'il vous plaît », murmura-t-elle entre ses larmes, agrippant le téléphone. « Mamie devient de plus en plus froide », se répétait-elle en appelant une ambulance. Les minutes d'attente pour l'ambulance lui parurent une éternité. Rose s'agenouilla à côté de Hazel, tenant sa main froide, observant la poitrine de la vieille femme se soulever de moins en moins. La montre antique, toujours pendue autour du cou de Hazel, brillait dans la lumière du matin qui pénétrait par la fenêtre de la cuisine. « Tiens bon encore un peu, mamie », supplia Rose, ses larmes tombant sur le visage pâle. « L'aide arrive, je te le promets. » Le son de la sirène déchira le silence du dimanche matin, apportant un mélange de soulagement et de terreur au cœur de Rose. En quelques secondes, la petite cuisine fut envahie par des personnes en blanc, leurs voix techniques et urgentes remplissant la pièce. Rose fut doucement écartée, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Hazel un seul instant. « La tension est très basse », dit l'un d'eux en se déplaçant rapidement. « Il faut la stabiliser avant le transport. » À l'hôpital, les couloirs semblaient interminables. Rose courait à côté du brancard, ses petites jambes peinant à suivre le rythme précipité des médecins. Hazel avait brièvement repris conscience dans l'ambulance, ses yeux cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. « Ma petite » appela-t-elle faiblement alors qu'on la transportait à travers les longs couloirs blancs. « Il faut que je te parle de la montre ?» Les médecins s'arrêtèrent devant une double porte, et une infirmière retint Rose par les épaules, l'empêchant de suivre. Mais Hazel, dans un dernier effort, attrapa la main de la fillette, ses yeux, bien que voilés, exprimant une urgence effrayante. « Elle vient de ta famille, mon ange », murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. « Garde-la précieusement, elle te mènera à ton père. » Son nom ? Les mots de Hazel furent interrompus par un bip strident des machines. Ses yeux se fermèrent et sa main glissa hors de celle de Rose. Les médecins commencèrent à crier des ordres, poussant le brancard à travers les portes, laissant la fillette derrière, seule dans le couloir froid.
Mamie, tu n'as pas fini de me dire, hurla Rose, frappant les portes fermées. Laissez-moi entrer, elle doit finir. Les heures qui suivirent furent un flou d'attente et de peur. Rose se recroquevilla sur une chaise dure dans la salle d'attente, ses petits doigts serrant la montre maintenant pendue à son propre cou. Hazel avait insisté pour qu'elle la prenne avant de monter dans l'ambulance. Chaque fois que les portes s'ouvraient, son cœur bondissait. « Pourquoi a-t-elle dit que la montre vient de ma famille ?» se demanda-t-elle en fixant l'objet ancien. Qu'est-ce qu'elle voulait encore me dire? Le soleil était déjà en train de se coucher lorsqu'un médecin s'approcha enfin. Son visage fatigué et la façon dont il évitait de croiser le regard de Rose disaient tout. La fillette se leva, les jambes tremblantes en entendant les mots qui allaient changer sa vie. « Elle est dans un coma profond », expliqua doucement le médecin. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. » Rose fut autorisée à voir Hazel pendant quelques minutes. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip constant des machines. La vieille femme paraissait si petite et fragile dans son lit d'hôpital, des tubes et des fils la reliant aux appareils. « Réveille-toi, mamie », murmura Rose en tenant la main inerte. « Tu dois me raconter la suite de l'histoire ?» Les jours se transformèrent en une routine angoissante. Rose refusait de quitter l'hôpital, dormant sur la chaise inconfortable de la chambre. Les infirmières lui apportaient de la nourriture et des couvertures pendant qu'elle veillait sur le sommeil forcé de son unique famille. « Il doit bien y avoir un moyen pour que mamie aille mieux bientôt », murmurait-elle pour elle-même en jouant avec la montre autour de son cou. « Peu importe ce qu'elle a dit à propos de ma famille. » La nuit tomba, apportant un froid mordant. Rose s'était blottie sous l'auvent d'un magasin fermé, utilisant de vieux journaux comme couverture. Ses vêtements encore humides collaient à sa peau, et ses dents claquaient de façon incontrôlable. Le vent sifflait entre les bâtiments, apportant avec lui l'odeur de la pluie. « Cette montre doit valoir quelque chose », pensa-t-elle en regardant l'objet, son seul lien avec un passé inconnu. « Mais je ne peux pas la vendre, c'est le seul indice que j'ai sur qui je suis vraiment. » Les heures lentes de la nuit s'étiraient, et Rose observait les rares étoiles visibles entre les immeubles. Son corps souffrait du froid et de la faim, mais quelque chose de plus profond commençait à la troubler. Une toux sèche apparut, lui brûlant la poitrine à chaque respiration qu'elle essayait de prendre. « Je vais tenir bon, mamie », murmura-t-elle pour elle-même, serrant la montre contre elle. « Tu disais toujours qu'après la tempête vient l'arc-en-ciel. » La toux s'aggrava de minute en minute, se transformant en quinte violente qui secouait tout son corps frêle. Le goût métallique dans sa bouche l'effraya, et lorsqu'elle regarda ses mains, elle vit des taches rouges foncées. La panique commença à envahir son petit corps. « Je ne peux pas tomber malade maintenant », pensa-t-elle désespérément, sentant une nouvelle quinte de toux approcher. « Qui s'occupera de moi si ça empire ?» Le son de ses propres gémissements résonnait dans la rue déserte. Ses mains tremblaient davantage, sa vision commençait à se brouiller, et une profonde lassitude envahissait son corps. La montre autour de son cou semblait peser une tonne. « À l'aide » murmura-t-elle faiblement, mais sa voix était à peine audible. « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. » Les premiers rayons de l'aube commençaient à teinter le ciel de rose lorsque Rose sentit ses forces l'abandonner. La toux était désormais accompagnée de douleurs aiguës dans sa poitrine, et du rouge tachait déjà sa chemise. Le monde autour d'elle commençait à tourner. « Est-ce que toi et moi irons au paradis, mamie ?» demanda-t-elle au vent, sentant ses paupières devenir lourdes. « Où est-ce que je découvrirai enfin qui est mon père ?» Une dernière quinte de toux secoua son corps frêle, et davantage de liquide rouge coulait de ses lèvres pâles. La montre brillait dans la faible lumière de l'aube, comme si elle renfermait tous les secrets qu'elle ne découvrirait jamais. Ses mains tachées restaient accrochées fermement à l'objet. « S'il vous plaît, je ne veux pas mourir sans connaître la vérité », furent ses derniers mots avant que l'obscurité ne commence à l'envahir. « Papa, où es-tu » Le monde autour d'elle disparaissait peu à peu dans une brume noire. La dernière chose que Rose vit fut la montre qui brillait autour de son cou, contenant tous les mystères de son origine. Puis tout devint noir. Le monde autour d'elle commençait à disparaître dans une brume sombre. La dernière chose que Rose vit fut la montre qui brillait autour de son cou. « Mamie, je ne peux pas partir maintenant, je dois encore retourner à l'hôpital. »« Tu ne peux pas rester seule », murmura-t-elle avec sa dernière force avant que l'obscurité ne l'enveloppe complètement. Son corps frêle trembla avec une nouvelle quinte de toux violente. Le soleil brûlait les rues poussiéreuses de la ville alors que Rose essayait de se relever du trottoir où elle avait passé la nuit. Son petit corps était en feu avec de la fièvre, et chaque mouvement était comme si des milliers d'aiguilles perçaient ses muscles.
Le monde tournait dans un tourbillon de couleurs et de sons confus alors qu'elle s'appuyait contre les murs des bâtiments pour tenter de rester debout. Ses jambes chancelantes pouvaient à peine soutenir son poids, et la sueur coulait de son visage pâle, imbibant encore plus ses vêtements déjà sales. « S'il vous plaît, madame, comment aller à l'hôpital Saint-Raphaël » demanda-t-elle à une femme bien habillée qui passait. La femme regarda Rose avec mépris, serrant son sac contre elle et accélérant le pas. « Éloigne-toi de moi, je n'ai rien à te donner » lança-t-elle déjà en s'éloignant. Le chemin semblait interminable sous le soleil brûlant. Rose titubait, s'appuyant sur des poteaux et des murs, s'arrêtant tous les quelques pas pour essayer de retrouver son équilibre. Sa vision devenait de plus en plus floue, et la chaleur qui émanait de son corps contrastait avec les frissons qui la faisaient trembler. « Monsieur, est-ce que l'hôpital est encore loin » demanda-t-elle à un marchand de fruits, sa voix tremblant d'effort. L'homme pointa à un grand bâtiment blanc à quelques pâtés de maison sans détourner les yeux de ses marchandises. « C'est le grand bâtiment là-bas, mais si tu n'as pas d'argent, n'y va même pas. Il ne soigne pas les gens sans paiement, » répondit-il en jugeant les vêtements simples et usés que portait la fille. Chaque pas vers l'hôpital semblait drainer encore plus sa force. Le monde commençait à se brouiller sur les bords, comme si elle regardait à travers une vitre embuée. Rose devait s'arrêter à chaque coin de rue, son petit corps tremblant sous l'effort de rester debout. Une femme balayant le trottoir l'observa de loin, mais ne fit aucun geste pour l'aider quand Rose faillit tomber en essayant de traverser la rue. « Encore un peu » murmura-t-elle pour elle-même, serrant la montre contre sa poitrine. « Je dois tenir bon pour atteindre l'hôpital, puis retourner bientôt voir ma mamie. » Le hall de l'hôpital était spacieux et froid, un contraste brutal avec la chaleur brûlante qui émanait de son corps. Rose se traîna jusqu'au comptoir de réception, ses jambes tremblant si fort qu'elle dut s'appuyer contre le mur plusieurs fois avant d'y arriver. L'odeur forte de désinfectant lui faisait tourner la tête encore plus, et la lumière fluorescente semblait lui transpercer les yeux. « S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de voir un médecin » supplia-t-elle à la réceptionniste qui tapait sans relâche sur son clavier. La femme leva brièvement les yeux, examinant Rose avec un dédain évident. « C'est 500 € pour une consultation, plus les examens. Je dois voir vos documents et la preuve de paiement avant toute chose, » dit-elle froidement. Rose sentit les larmes couler sur son visage fiévreux. Le monde tournait de plus en plus vite, et elle dut s'agripper au bord du comptoir pour ne pas tomber. Les gens dans la salle d'attente la regardaient avec un mélange de malaise et d'impatience, certains chuchotant entre eux. « Je n'ai pas d'argent ni d'assurance maladie, mais je suis très malade » murmura-t-elle, sa voix vacillante. « Aidez-moi, je peux payer plus tard. » La réceptionniste éclata de rire, pointant un panneau au mur. « Vous voyez ça ? Pas de service sans paiement préalable. Il y a plusieurs hôpitaux communautaires en ville. Ici, c'est un établissement privé. » Un médecin se précipita dans le couloir, et Rose rassembla ses dernières forces pour l'appeler, son corps tremblant violemment maintenant. La sueur froide coulait sur le visage pâle de Rose. Les lumières du plafond semblaient danser dans sa vision, formant d'étranges halos qui la rendaient encore plus étourdie. « Docteur, s'il vous plaît, je suis très malade. Je ne sais pas si j'arriverai à l'hôpital public » sa voix sortit dans un souffle rauque. Le médecin s'arrêta brièvement, la regardant par-dessus ses lunettes. « Parlez à la réception. »« Sans paiement, je ne peux rien faire » répondit-il sèchement en continuant son chemin. La tête de Rose semblait peser une tonne, et ses genoux menaçaient de céder à tout moment. Elle vacilla jusqu'à l'une des chaises de la salle d'attente, son petit corps tremblant sous l'effort. Les gens autour d'elle s'éloignèrent discrètement, laissant plusieurs chaises vides autour d'elle. « Mamie, pardonne-moi » pensa-t-elle, sentant des larmes chaudes couler sur son visage. « Je n'en peux plus. » Un agent de sécurité s'approcha à grands pas, son expression montrant clairement son intention de la faire partir. Rose essaya de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Le monde commença à tourner de plus en plus vite, et un étrange bourdonnement envahit ses oreilles. « Si vous ne voyez pas de médecin, vous devez partir » dit l'homme, sa voix semblant lointaine pour Rose. Les voix autour d'elle se fondaient en un bruit confus. Rose tenta de fixer sa vision, mais les images devenaient de plus en plus floues. Ses mains, qui tenaient si fermement la montre, commencèrent à trembler de façon incontrôlable. Juste un instant, tenta-t-elle de dire, mais les mots moururent dans sa gorge. Son petit corps fiévreux succomba finalement à l'épuisement. Le temps sembla ralentir alors qu'elle sentait son corps glisser de la chaise. La montre, qu'elle avait tenue si précieusement, glissa de ses mains tremblantes. « La fille » commença quelqu'un à dire, mais Rose n'entendit pas la suite. Le son métallique de la montre frappant le sol en marbre résonna dans le hall.
L'objet précieux tourna plusieurs fois, son doux tintement contrastant avec le silence soudain qui envahit la pièce, avant de rouler loin du corps inconscient de Rose. Il emportait avec lui tous les secrets de son origine. Dans le silence qui s'installa dans le hall de l'hôpital, le petit corps fiévreux de Rose finit par rencontrer le sol froid. Ses cheveux sombres s'étalèrent comme un éventail autour de son visage pâle et en sueur, tandis que ses mains désormais vides gisaient mollement à ses côtés. Le monde autour d'elle continuait son cours normal, des gens allaient et venaient, des téléphones sonnaient, des voix discutaient, comme si une enfant inconsciente sur le sol n'était qu'un détail insignifiant d'un jour ordinaire dans cet hôpital. Daphné Cardan traversa le hall de l'hôpital avec des pas hésitants, une main appuyée contre le mur et l'autre sur son ventre arrondi. Sa tension artérielle était à nouveau élevée, et le médecin avait insisté pour des tests urgents. La robe en soie pêche, bien que élégante, ne pouvait dissimuler sa pâleur et la sueur qui perlait sur son visage. C'est alors que ses yeux tombèrent sur la petite silhouette inconsciente sur le sol, entourée de gens qui ne faisaient que regarder sans intervenir. « Mon Dieu! Est-ce que personne ne va rien faire ?» demanda Daphné à haute voix, en essayant de s'approcher de la fille. « Comment peuvent-ils être aussi inhumains ?» L'effort pour s'accroupir près de Rose fit tourner violemment le monde autour d'elle. Daphné sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer contre le mur, sa vision s'assombrissant sur les bords. Le bébé dans son ventre bougea nerveusement, comme s'il ressentait la détresse de sa mère. À ce moment-là, Rose commença lentement à reprendre conscience. « Petite, ça va ?» demanda-t-elle faiblement, forçant son corps à aider la fille à se relever. « Je m'appelle Daphné. As-tu besoin d'aide ?» Malgré sa propre fièvre, Rose, encore groggy de l'évanouissement, remarqua que la femme enceinte essayait de la soutenir. Elle aida Daphné à s'asseoir sur une chaise de la salle d'attente. Ses petites mains tremblaient sous l'effort, mais tenaient fermement le bras de la femme. Les gens qui l'avaient ignorée jusque-là observaient désormais la scène avec curiosité, surtout en voyant une enfant, qui ressemblait à une mendiante, aider une dame aussi élégante. « Comment une enfant dans cet état peut-elle avoir plus d'humanité que vous tous ?» murmura Daphné en s'adressant aux personnes autour d'elle. « Petite, tu es brûlante de fièvre. » Une nouvelle vague de vertige frappa Daphné, la faisant se pencher en avant. Rose, bien qu'ayant du mal à rester debout, courut jusqu'à une fontaine d'eau et revint avec un verre. Ses jambes vacillèrent sous elle, mais une détermination intérieure la poussa à aider cette femme qui, contrairement aux autres, l'avait regardée avec gentillesse. « De petites gorgées, madame », instruisit Rose en aidant Daphné à boire. « Ma mamie dit toujours que l'eau aide quand on ne se sent pas bien. Au fait, je m'appelle Rose. » Daphné but doucement l'eau, son souffle toujours irrégulier. Son visage pâlissait davantage à chaque minute, et ses mains tremblaient en tenant le verre. Rose, remarquant l'état de la femme, commença à l'éventer avec un prospectus trouvé sur une chaise voisine. « J'ai besoin de mes médicaments », murmura Daphné en passant une main sur son ventre. « J'ai oublié de les prendre avant de quitter la maison. J'habite un peu loin, dans un manoir victorien à Paris. » Elle donna à Rose son adresse, semblant divaguer nerveusement. Rose remarqua que la femme transpirait de plus en plus. Même en sentant sa propre fièvre monter, elle sortit un mouchoir propre de son sac à dos usé et commença à tamponner le visage de Daphné. Ce geste, si gentil malgré son propre état, fit monter des larmes aux yeux de la femme. « Comment peux-tu t'occuper de moi alors que tu es si malade ?» demanda Daphné en observant le visage fiévreux de la jeune fille. « C'est toi qui devrais être soignée, pas moi. » C'est alors qu'un éclat métallique attira l'attention de Daphné. La montre, tombée pendant l'évanouissement de Rose, reflétait la lumière entrant par la fenêtre de l'hôpital. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut l'objet, si semblable à celui qui appartenait à la famille de son mari depuis des générations. « Quelle montre intéressante !» commenta Daphné d'un ton détaché, essayant de cacher sa surprise. « Elle me rappelle beaucoup une montre qui a été perdue il y a des années, une relique de la famille Cardan, celle de mon mari. » Rose se précipita pour ramasser la montre du sol, la serrant contre sa poitrine. Daphné, toujours en proie à des vertiges, continua à parler, sa voix entrecoupée de respirations haletantes. « La famille avait une montre identique à celle-ci qui a été perdue, » murmura-t-elle en fermant les yeux. « Daniel, mon mari, doit être tellement inquiet pour moi. Il insiste toujours pour que je ne sorte pas sans mes médicaments. » Une nouvelle vague de malaise fit gémir doucement Daphné. Rose, bien que son propre corps brûlât de fièvre, continua de s'occuper de la femme, lui offrant plus d'eau et l'éventant avec le prospectus. Dans son esprit, les informations commençaient à se connecter, la montre, le manoir, le début du nom que sa grand-mère avait commencé à murmurer.
Petite, tu trembles de fièvre, murmura Daphné en fouillant dans son sac élégant. J'ai oublié mes médicaments pour la tension, mais j'ai un antipyrétique ici. Prends-le, il t'aidera à te sentir mieux. Elle tendit le médicament à Rose. Rose hésita un instant, mais finit par accepter. Daphné était la première personne, en dehors de sa grand-mère, à montrer une réelle préoccupation pour elle depuis longtemps. « Madame, vous devez voir un médecin immédiatement », dit doucement Rose en aidant Daphné, juste au moment où une infirmière arriva pour s'occuper de la femme. Alors que l'infirmière emmenait Daphné dans la salle d'examen, Rose resta dans la salle d'attente, son esprit tourbillonnant. Ce n'était pas seulement à cause de la fièvre, les paroles de la femme résonnaient dans sa tête. Un manoir victorien, une montre de famille. Peut-être que là se trouvent les réponses que je cherche. Mamie disait toujours que rien n'arrive par hasard, pensa Rose, serrant la montre contre sa poitrine alors qu'elle regardait Daphné disparaître dans le couloir. Je dois découvrir s'il y a un lien. Après avoir pris le médicament donné par Daphné, Rose entama sa recherche. Le soleil brûlait les rues de Paris tandis qu'elle marchait vers le manoir des Cardans. Le médicament avait aidé à réduire sa fièvre, mais chaque pas restait un défi. Les rues changeaient à mesure qu'elle avançait, des quartiers pauvres aux avenues élégantes, des trottoirs fissurés à un asphalte impeccable, des maisons modestes à des demeures imposantes. « Je ne peux pas abandonner maintenant », murmura-t-elle en s'arrêtant pour se reposer sous un arbre luxuriant. « Mamie a besoin de moi. Et cette montre pourrait être la clé de tout. » Le chemin semblait interminable sous le soleil de l'après-midi. Rose dut s'arrêter plusieurs fois pour demander son chemin, recevant des regards suspicieux des habitants bien habillés du quartier. Ses vêtements en lambeaux et son apparence maladive contrastaient vivement avec les gens promenant leurs chiens de race. « La maison des Cardans est la prochaine à droite, numéro 1800, répondit une femme de ménage balayant un trottoir. Ce fut le seul visage amical qu'elle rencontra en chemin. « Mais fais attention, les gens là-bas n'aiment pas, eh bien, vous voyez. » L'entrée de la rue ressemblait à un portail vers un autre monde. Rose n'avait jamais vu d'arbre aussi haut et magnifique, leur rose violette bordant toute la longueur de l'avenue. Le soleil, filtrant à travers la canopée des arbres, créait des motifs sur l'asphalte parfait, mais elle pouvait à peine les apprécier. La fièvre commençait à revenir, faisant trembler son corps malgré la chaleur de l'après-midi. Un 5 cents, 1800, répétait-elle à elle-même en regardant les numéros dorés sur les façades des demeures. Je dois trouver avant que ma fièvre ne s'aggrave. Chaque numéro qu'elle passait révélait un nouveau monde de luxe et d'opulence. Des voitures importées brillaient dans des garages ouverts, d'immenses jardins arboraient des roses de toutes les couleurs, et des fontaines élégantes jaillissaient une eau cristalline. Rose se sentit de plus en plus petite et hors de place à chaque pas. Son reflet dans les fenêtres miroitantes montrait une fille pâle, fiévreuse, aux vêtements usés. « Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir ici », pensa-t-elle, sentant une vague plus forte de vertige. « Mais je ne peux pas faire demi-tour maintenant, pas après être venu jusqu'ici. » Le manoir des Cardans se dressait imposant au coin de la rue, arrêtant Rose net. C'était facilement 3 fois plus grand que les autres maisons de la rue, avec des grilles en fer forgé qui s'élevaient comme des gardiens silencieux. À travers les barreaux, elle pouvait voir un jardin digne d'un conte de fées, avec des statues en marbre et des parterres de roses parfaitement alignés. « Est-ce que quelqu'un ici aura les réponses que je cherche ?» murmura-t-elle, serrant la montre fermement. « Est-ce que je découvrirai pourquoi mamie a commencé à murmurer ce nom, avec ma ?» Le son doux d'un moteur attira son attention. Une limousine noire élégante approchait lentement, ses vitres teintées reflétant le soleil de l'après-midi. Rose sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant Daphné, la femme de l'hôpital. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle en rassemblant tout son courage alors qu'elle voyait la voiture s'arrêter doucement devant la grille. Malgré la fièvre qui revenait, elle se força à essayer. Le portail automatique commença à s'ouvrir dans un bourdonnement doux, et Rose vit Daphné descendre de la voiture. L'élégante femme semblait beaucoup plus composée qu'à l'hôpital, son visage ayant retrouvé des couleurs et ses mouvements étant plus assurés. La fièvre faisait trembler Rose de plus en plus, mais elle trouva la force de faire un pas en avant. « Madame Daphné » appela-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai vraiment besoin de vous parler. » Le changement sur le visage de Daphné fut instantané. La gentillesse qu'elle avait montrée à l'hôpital disparut complètement, remplacée par une expression de confusion et de méfiance. Le chauffeur, un homme grand en costume sombre, se plaça rapidement à côté de son employeur. « Que faites-vous ici ?» demanda Daphné, sa voix glaciale. Rose sentit une nouvelle vague de vertige, mais resta déterminée. Avec des doigts tremblants,
Elle retira la montre de son cou, la tenant soigneusement devant elle. La lumière du soleil couchant fit briller le métal ancien presque magiquement, mettant en évidence les initiales gravées à sa surface. « Comment es-tu arrivée ici, petite ?» demanda Daphné à nouveau, sa voix conservant encore une pointe de préoccupation. « Tu devrais te reposer, tu as toujours de la fièvre. » Le chauffeur, un homme imposant en costume sombre, observait la scène attentivement, se tenant prêt à intervenir si nécessaire. Le chauffeur restait à une distance respectueuse, observant la scène attentivement. Rose fit un pas de plus en avant, sentant ses jambes trembler, non seulement à cause de la fièvre, mais aussi de l'importance du moment. « Le médicament que vous m'avez donné m'a aidé à marcher », expliqua Rose en serrant la montre dans ses mains. « Mais j'avais vraiment besoin de vous trouver. Regardez cette montre. Ma grand-mère a dit qu'elle avait un lien avec mon père. » C'était comme si un éclair avait frappé Daphné. Son visage, auparavant concerné, se transforma en un masque de fureur. Ses yeux se fixèrent sur la montre dans les mains de Rose, et ses propres mains commencèrent à trembler de rage. « Ton père ? Quelle histoire absurde !» s'écria Daphné, sa voix résonnant dans le jardin silencieux. « Cette montre appartient à la famille Cardan depuis des générations. Elle a été volée il y a des années. » Rose sentit les larmes brûler ses yeux, se mêlant à la sueur de sa fièvre. Elle tenta d'expliquer à nouveau, mais Daphné avait déjà sorti son sac en cuir italien et attrapé son téléphone. « Gardien, gardien, venez à la grille immédiatement !» cria-t-elle dans le téléphone, ses yeux étincelants de colère. « Il y a une petite voleuse ici qui invente des histoires absurdes. » Deux gardes costauds émergèrent rapidement de l'arrière du manoir, leurs expressions sérieuses révélant leurs intentions. Le cœur de Rose se mit à battre la chamade de peur, et la fièvre faisait tourner le monde autour d'elle encore plus vite. « S'il vous plaît, madame, écoutez-moi » supplia Rose, sa voix étranglée. « Ma grand-mère est dans le coma. Elle a essayé de me parler de mon père avant de... »« Sortez cette fille d'ici » ordonna Daphné, interrompant froidement. « Et si elle revient, appelez la police. » Les gardes saisirent fermement les bras de Rose et commencèrent à la traîner hors des grilles. La montre faillit glisser de ses mains tremblantes, mais elle réussit à la tenir fermement contre sa poitrine. « Madame, je vous en prie » cria Rose, essayant de résister. « Je veux juste connaître la vérité sur ma famille. Ma grand-mère disait que c'était important. » Daphné avait déjà tourné le dos, marchant d'un pas ferme vers le manoir. Les gardes continuèrent de traîner Rose, leurs grandes mains lui faisant mal au bras. C'est alors que quelque chose à l'intérieur d'elle explosa, une force née du désespoir. Elle réussit à libérer un de ses bras et tira sur le col de sa chemise. « Regardez! Regardez tout le monde !» cria-t-elle de toutes ses forces, oubliant momentanément la fièvre dans l'adrénaline du moment. « J'ai cette marque de naissance. Ça pourrait avoir un lien avec mon père. » Ces mots furent complètement ignorés. Les gardes la jetèrent violemment sur le trottoir et retournèrent simplement à leur poste, laissant Rose seule devant les imposantes grilles du manoir. La fièvre, momentanément oubliée durant la confrontation avec Daphné, revint avec force, faisant trembler violemment son petit corps. Le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et projetant de longues ombres à travers le jardin immaculé. La brise fraîche du soir s'approchait, faisant danser les arbres du jardin dans une danse sombre, leurs feuilles murmurant des secrets que Rose ne comprenait pas encore. Ses yeux brûlaient sous l'effet de la fièvre, et chaque mouvement semblait lui arracher ses dernières forces. « Je ne peux pas abandonner maintenant » murmura-t-elle pour elle-même, s'asseyant sur le trottoir devant le manoir, son dos appuyé contre le mur froid. « Il doit y avoir un moyen de prouver que je ne mens pas. Mamie ne m'aurait pas donné cette montre sans raison. » Les heures s'étirèrent alors que Rose observait les mouvements à l'intérieur de la maison à travers les grilles ornées. Des employés passaient devant les fenêtres illuminées, des voitures de luxe entraient et sortaient, mais personne ne semblait remarquer la petite fille fiévreuse assise sur le trottoir. La montre dans ses mains semblait devenir de plus en plus lourde, tout comme ses paupières qui luttaient pour rester ouvertes. Le ciel s'obscurcit progressivement, et les premières étoiles commencèrent à apparaître, brillantes faiblement à travers la pollution de la ville. Les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement, projetant des ombres mystérieuses qui dansaient sur les parterres de fleurs parfaitement entretenus. « Dieu, donne-moi de la force » murmura-t-elle en appuyant sa tête brûlante contre la grille froide, le métal glacé offrant un bref soulagement à sa fièvre remontante. « Je ne peux pas m'évanouir ici, pas maintenant. Mamie a besoin de moi, et j'ai besoin de découvrir la vérité avant de retourner la voir. » Ses petits doigts serrèrent fermement la montre, sentant chaque détail du métal travaillé, chaque éraflure qui racontait une histoire qu'elle ne connaissait pas encore.
Le son lointain des voitures sur l'avenue principale se mêlait aux voix étouffées venant du manoir, créant une étrange berceuse qui accentuait le poids de sa solitude. Le ciel était complètement noir quand les portes principales du manoir grincèrent en s'ouvrant. Luttant contre le vertige provoqué par la forte fièvre, Rose leva les yeux pour voir un homme grand sortir précipitamment. Même à distance, elle remarqua son allure élégante, son costume impeccable, surtout, la cravate parfaitement ajustée autour de son cou. Ça pourrait être lui, pensa-t-elle, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ses mains tremblaient, non seulement à cause de la fièvre, mais aussi de l'émotion du moment. Vais-je enfin découvrir la vérité ? L'espoir et la peur se mêlaient dans sa poitrine alors qu'elle observait chaque mouvement de l'homme, cherchant dans ses gestes le moindre signe de connexion avec sa propre histoire. La montre dans ses mains semblait pulser d'une vie propre, comme si elle reconnaissait la proximité de son ancien propriétaire. L'homme marchait en direction d'une voiture garée, mais quelque chose le fit s'arrêter brusquement au milieu de l'allée pavée. Peut-être était-ce le bruit de Rose essayant de se relever, ses chaussures usées raclant contre le béton du trottoir, ou peut-être était-ce une simple intuition, cette force mystérieuse qui lie les personnes destinées à se rencontrer. Lorsqu'il se retourna, le réverbère éclaira son cou, et pendant un bref instant, Rose put voir, partiellement cachée sous sa cravate italienne parfaitement ajustée, une marque identique à la sienne. Ce petit cœur qui l'avait toujours fait se sentir différente des autres enfants. « Monsieur Daniel » appela Rose, sa voix faible à cause de la fièvre mais chargée d'une émotion venant des profondeurs de son âme. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'appuyer contre les barreaux de la grille, ses petits doigts s'entrelançant avec le métal froid pour ne pas tomber. L'homme s'approcha de la grille à pas hésitants, ses yeux fixés sur la petite fille fiévreuse qui avait du mal à tenir debout. Il y avait quelque chose dans son regard, de la curiosité, de l'inquiétude, ou peut-être une reconnaissance inconsciente qu'il ne comprenait pas encore. La lumière des réverbères projetait des ombres dansantes sur son visage aristocratique, mettant en évidence des traits que, si Rose avait pu voir plus clairement à travers sa vision brouillée par la fièvre, elle aurait reconnu comme semblable au sien. Le silence de la nuit semblait amplifier chacun de ses pas vers la grille, chaque battement accéléré de son cœur. Avec des mains tremblantes, Rose leva la montre ancienne, la laissant briller sous la lumière du lampadaire. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut l'objet, et sa main toucha instinctivement sa cravate, comme s'il voulait cacher encore plus la marque qu'il partageait. La brillance du métal ancien semblait hypnotiser le père et la fille, unis dans ce moment suspendu dans le temps, tandis que les ombres du jardin dansaient autour d'eux comme des témoins silencieux de cette rencontre longtemps destinée. « Cette montre », murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion qu'il essayait en vain de contrôler. « Comment l'as-tu trouvée ?» Ses mains, d'ordinaire si sûres lorsqu'il signait des contrats de plusieurs millions de dollars, tremblaient maintenant visiblement alors qu'il s'approchait des barreaux qui le séparaient d'une vérité qu'il n'avait jamais imaginé rencontrer en une nuit apparemment ordinaire. Rose fit un pas en avant, ses jambes vacillant sous l'effet de la forte fièvre qui consumait son petit corps. Le monde tournait autour d'elle comme un carrousel incontrôlé, mais elle devait rester consciente quelques instants de plus. Elle devait lui faire comprendre. Avec des doigts tremblants, elle baissa le col de sa chemise, révélant la marque en forme de cœur qu'elle portait depuis toujours comme un mystère. Le réverbère illuminait parfaitement ce signe du destin, tandis que le vent froid de la nuit faisait bruisser les feuilles des arbres, comme s'il murmurait des secrets gardés depuis longtemps. Cette marque, chuchota Rose, des larmes coulant sur son visage fiévreux qui brillait sous la lumière artificielle. « Est-ce la même que la vôtre ?» demanda-t-elle, cherchant à confirmer ses soupçons, ses mots semblant flotter dans l'air nocturne, chargés d'une vérité aussi lourde que la montre qu'elle tenait toujours dans ses mains tremblantes. Le bruit lointain des voitures sur l'avenue principale avait disparu, comme si le monde entier s'était arrêté pour être témoin de cet instant. Daniel vacilla légèrement, s'appuyant contre la grille qui les séparait. Ses mains tremblaient alors qu'il desserrait sa cravate coûteuse, révélant pleinement la marque qu'il avait toujours essayé de cacher au monde. Elle était identique à celle de Rose, même forme de cœur, même emplacement exact sur le cou, même teinte légèrement rosée qui semblait briller sous la lumière nocturne. Le puissant homme d'affaires, habitué à tout contrôler dans sa vie, semblait maintenant complètement vulnérable face à cette révélation inattendue. « La montre ? Mamie m'a dit de la garder. Elle m'a trouvé avec ça quand elle m'a sauvé, » dit Rose, sa voix tremblant sous l'effort de rester consciente, tandis que des gouttes de sueur coulaient sur son visage pâle. Ses petites mains levèrent une fois de plus l'objet précieux, laissant la lumière du réverbère révéler chaque détail de sa surface usée par le temps.
Le métal ancien brillait comme s'il avait sa propre vie, se reflétant sur les barreaux de la grille et créant de petits points lumineux dansant autour d'eux. La fièvre faisait trembler le corps de Rose de plus en plus, mais elle restait ferme, soutenant le poids de ce moment crucial. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes alors qu'il examinait chaque détail de la montre à travers les barreaux. Ses mains tremblantes suivirent les initiales gravées à l'arrière, passant sur une petite éraflure sur le côté droit qu'il avait lui-même faite il y a tant d'années. C'était impossible de ne pas reconnaître cet objet, qui portait tant de souvenirs, tant de secrets, tant d'histoires encore inexprimées. L'homme puissant, habitué à maintenir le contrôle en toutes circonstances, semblait maintenant complètement perdu dans ses émotions. Son visage normalement impassible était désormais un masque de choc. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion qui menaçait de l'étouffer. « Cette montre ? Je pensais qu'elle était perdue à jamais. » Ces mots sortaient brisés, comme si chaque syllabe coûtait un effort immense. Le vent nocturne faisait bruire les feuilles des arbres du jardin, créant une douce mélodie qui semblait bercer cet instant suspendu dans le temps. Rose sentit ses jambes faiblir, le monde tournant dans un tourbillon de lumière et d'ombre autour d'elle. La fièvre semblait maintenant consommer chaque partie de son petit corps, la faisant trembler violemment. Mais elle devait parler, devait lui faire comprendre avant que ses forces ne s'épuisent complètement. Dans un dernier effort héroïque, elle leva les yeux pour rencontrer les siens, si semblables aux siens, la même teinte brune, le même éclat maintenant débordant de larmes contenues. L'instant semblait suspendu dans l'air nocturne, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour être témoin de cette rencontre prédestinée. « Papa », dit-elle, sa voix chargée de tout l'espoir accumulé pendant des années, de toutes les nuits à rêver de ce moment, de toutes les questions sans réponse qu'il avait hantées durant sa courte vie. Le mot flotta dans l'air comme une révélation, résonnant à travers les jardins silencieux du manoir, rebondissant sur les murs imposants et dansant avec les ombres projetées par les réverbères. « Je t'ai trouvé », acheva-t-elle, ses dernières forces s'épuisant comme la lumière du jour déjà disparue depuis longtemps. Le visage de Daniel, déjà pâle après la révélation de la montre et de la marque identique, perdit toute couleur. Ses yeux, fixés sur les détails si familiers de la montre et sur la marque identique à la sienne, commencèrent à se voiler. Son monde entier, si soigneusement construit au fil des années, semblait s'effondrer devant ce simple mot « papa ». Ses jambes fléchirent sous le poids de cette vérité inattendue, et il vacilla en arrière comme s'il avait reçu un coup physique. « Ce n'est pas possible » fut tout ce qu'il parvint à murmurer, ces derniers mots se perdant dans l'air nocturne alors que son corps s'effondrait lourdement sur le sol de l'entrée. Le bruit sourd du corps de Daniel frappant le sol fit réagir Rose instantanément. Sans penser à la fièvre qui consumait son propre corps, elle commença à secouer les grilles avec force, criant à l'aide alors que la première goutte de pluie touchait son visage rougi par la fièvre. Ses petites mains s'agrippaient désespérément aux barreaux ornés, cherchant une manière d'atteindre son père. « S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas vous évanouir maintenant, » cria-t-elle, sa voix rauque à cause de la fièvre. « J'ai besoin que vous sachiez la vérité, que vous compreniez qui je suis. » Daphné émergea soudainement de la porte principale, telle une tempête de soie et de parfums coûteux, ses talons résonnant sur le marbre de l'entrée. En voyant Daniel allongé là, son visage élégant se transforma en un masque de pure terreur. La pluie commença à tomber soudainement, s'intensifiant à chaque seconde, transformant la robe luxueuse de la femme enceinte en un chiffon détrempé alors qu'elle se jetait aux côtés de son mari. Les domestiques commencèrent à se rassembler aux fenêtres du manoir, leur visage pâle observant la scène se déroulant dans le jardin. « Daniel, mon amour, par pitié, répondez-moi » cria Daphné, ses mains tremblant alors qu'elle touchait le visage de son mari. « Quelqu'un, appelez une ambulance immédiatement » Le jardin du manoir se transforma en un chaos de voix et de pas précipités. La pluie tombait de plus en plus fort, créant un rideau liquide qui brouillait la vision de Rose. Elle observait, impuissante, tandis que les gardes couraient dans toutes les directions, certains au téléphone, d'autres essayant de protéger Daniel de la pluie avec leur manteau. La montre dans ses mains semblait pulser, comme si elle ressentait la proximité de son véritable propriétaire. « Laissez-moi aider », implora Rose, sa voix presque perdue dans le bruit de la tempête. « C'est mon père, j'ai le droit d'être à ses côtés. » Daphné, trempée et désespérée, lançait des ordres dans toutes les directions, sa posture habituelle de contrôle complètement oubliée. Ses cheveux, d'ordinaire parfaitement coiffés, collaient maintenant à son visage alors qu'elle tenait la main inerte de Daniel. Le son d'une sirène commença à percer la nuit pluvieuse, se rapprochant rapidement du manoir. Rose sentait ses forces diminuer,
mais elle continuait à s'agripper aux barreaux de la grille, déterminée à ne pas perdre son père de vue. « Seigneur, s'il vous plaît, ne l'emmenez pas au ciel maintenant », murmura-t-elle dans une prière désespérée. « Je viens juste de le trouver. Je ne peux pas le perdre comme ça. » L'ambulance arriva dans un éclat de lumière rouge qui teintait les gouttes de pluie. Les ambulanciers descendirent rapidement, portant du matériel et une civière, passant près de Rose comme si elle était invisible. En quelques secondes, ils étaient aux côtés de Daniel, leur voix professionnelle coupant l'air nocturne alors qu'ils vérifiaient ses signes vitaux. Daphné, doucement écartée par un des gardes, se mit à faire les 100 pas, se mordant les ongles parfaitement manucurés. « Sa tension est très basse », annonça l'un des ambulanciers en bougeant rapidement. « Nous devons l'emmener immédiatement. » Le moment où Daniel fut transféré dans l'ambulance sembla se dérouler au ralenti pour Rose. Son corps tremblait violemment, la fièvre atteignant des niveaux alarmants, mais ses yeux ne quittaient pas la silhouette inerte de son père, porté sur la civière. Daphné monta rapidement dans l'ambulance, sans même jeter un regard en arrière, sans remarquer la petite fille qui suppliait pour les accompagner. Les portes se fermèrent avec un bruit sourd, et la sirène déchira la nuit une fois de plus. « Il n'a même pas eu la chance de vraiment me connaître », murmura Rose pour elle-même, ses larmes se mêlant à la pluie. « Je n'ai même pas pu lui dire que j'ai toujours voulu savoir qui il était. J'ai toujours voulu avoir un papa. » Avec le départ de l'ambulance, le chaos dans le jardin commença à se dissiper. Les gardes retournèrent à leur poste, les domestiques disparurent à l'intérieur du manoir, et Rose resta seule sur le trottoir, comme si elle n'avait jamais existé. La pluie continuait de tomber sans relâche, trempant ses vêtements déjà mouillés et faisant frissonner encore plus son petit corps fiévreux. La montre dans ses mains semblait maintenant peser une tonne. Mamie Hazel avait raison, pensa-t-elle, sentant ses jambes faiblir. Parfois, la vérité fait plus mal que le mensonge. Le monde commença à tourner dangereusement autour d'elle. Les lumières du jardin se transformèrent en éclats dorés, et le bruit de la pluie semblait venir de très loin. Ses jambes, qui tenaient à peine, cédèrent finalement. Elle glissa le long du mur mouillé, toujours agrippée à la montre comme si c'était son dernier lien avec la réalité. « Désolée, mamie », murmura-t-elle en sentant la conscience lui échapper. « Je n'ai pas été assez forte. » L'obscurité commença à envelopper Rose comme une lourde couverture. Son petit corps fiévreux resta appuyé contre le mur du manoir, la pluie lavant son visage pâle. La montre brillait encore faiblement dans ses mains, contenant tous les secrets pour lesquels elle s'était battue si fort. Ces derniers mots s'échappèrent de ses lèvres comme un murmure. « Papa, je voulais juste que tu saches. » Les premiers rayons du soleil du matin trouvèrent Ruth sortant pour sa routine quotidienne. La plus ancienne domestique du manoir traversait le jardin encore humide de la pluie de la nuit précédente. Son uniforme blanc immaculé contrastait avec le paysage. C'est alors que ses yeux tombèrent sur une petite silhouette immobile appuyée contre le mur. L'arrosoir qu'elle portait glissa de ses mains, se brisant au sol. « Sainte Mère de Dieu !» s'exclama-t-elle, courant vers la fillette inconsciente. « Que t'est-il arrivé, mon enfant ?» Des heures plus tard, la chambre d'hôpital était plongée dans un lourd silence, uniquement interrompu par le bip constant des moniteurs cardiaques. Daniel commença à se réveiller lentement, ses yeux s'adaptant à la lumière vive qui passait par la fenêtre. Les souvenirs de la nuit précédente affluaient dans son esprit en flash confus, l'horloge familière, la marque de naissance identique à la sienne, les yeux de la fillette qui ressemblaient tellement à d'autres yeux qu'il avait tenté d'oublier il y a des années. Sa main toucha instinctivement son cou, là où sa cravate ne cachait plus son secret le mieux gardé. « La fille ? Où est la fille ?» murmura-t-il, sa voix rauque de faiblesse. « Je dois la retrouver. Elle a la même marque que moi. » Daphné, qui s'était assoupie sur un fauteuil près du lit, se réveilla au son de la voix de son mari. Son visage, d'ordinaire impeccable, montrait clairement les signes d'une nuit blanche. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle s'approcha rapidement du lit, serrant la main de Daniel avec force, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. L'homme, cependant, semblait distant, ses yeux fixés sur un point indéfini du mur blanc de la pièce. « Daniel, mon amour, tu m'as fait une telle frayeur, » dit Daphné, essayant d'attirer son attention. « Le docteur a dit que c'était un problème de tension artérielle. Nous devons mieux prendre soin de ta santé. La grossesse affecte nos deux tensions, » plaisanta-t-elle, tentant de calmer la nervosité de son mari. Les paroles de Daphné semblaient ne pas atteindre Daniel, qui restait perdu dans ses souvenirs. Le visage d'Hélène, si jeune et plein de vie, dansait dans sa mémoire comme une vieille photographie refusant de s'effacer. Ces mois d'amour interdits dans les jardins du manoir,
les rencontres cachées dans l'abri à outils, les promesses murmurées sous la lumière de la lune, tout lui revenait avec une force écrasante. « Daphné, je dois te dire quelque chose », finit-il par dire, sa voix tremblante sous le poids de la confession à venir. Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, avant que nous ne nous rencontrions. Quelque chose à propos d'Hélène, notre ancienne domestique. Le nom semblait flotter dans l'air de la chambre d'hôpital, tel un fantôme oublié depuis longtemps. Daphné sentit ses genoux fléchir et dut s'appuyer contre le lit d'hôpital. Ses mains, d'ordinaire si stables et élégantes, tremblaient maintenant visiblement. Daniel ferma les yeux, rassemblant le courage de continuer sa confession. Les mots qui suivirent semblaient lui déchirer la gorge, chargés de culpabilité et de remords accumulés depuis des années. « Hélène n'était plus qu'une domestique », continua-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Nous sommes tombés amoureux, Daphné. C'était un amour interdit. Mais... A real anything I've ever felt in my life, the story flowed now like a held back rive that had finally found its way to the sea. Daniel recounted the look they exchanged while working, the conversation that lasted longer than necessary, and the first kiss stolen among the rose bush in the garden. As real anything I've ever felt in my life, the story flowed now like a held back rive that had finally found its way to the sea. Daniel recounted the look they exchanged while working, the conversation that lasted longer than necessary, and the first kiss stolen among the rose bush in the garden. Aussi réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie, murmura-t-il, sa voix tremblant. Sa voix vacillait alors qu'il se souvenait de la façon dont les deux jeunes amoureux avaient prévu de s'enfuir ensemble, rêvant d'une vie loin des conventions sociales qui les séparaient. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'il décrivait le moment où sa famille avait découvert leur romance. « Mon père m'a donné un ultimatum », confessa-t-il, sa voix presque un murmure. Soit je mettais fin à tout et je la renvoyais, soit elle verrait sa carrière détruite dans toute la ville. J'ai été un lâche, Daphné, un lâche. Daphné écoutait en silence, son visage un masque d'émotions contradictoires. Daniel poursuivit son récit, décrivant comment il avait été forcé de renvoyer Hélène, comment il avait dû prétendre que rien entre eux n'avait été réel. Ses mains serraient fermement les draps de l'hôpital alors qu'il se souvenait du dernier regard qu'elle lui avait lancé avant de partir, un regard qu'il reconnaissait maintenant dans les yeux de la jeune fille de la nuit précédente. « Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, Daphné, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Mais cette fille doit être sa fille, notre fille. » Le moniteur cardiaque commença à enregistrer des battements de cœur accélérés tandis que Daniel s'agitait dans le lit, tentant de se redresser. Ses yeux, autrefois embrouillés par sa confession, brillaient maintenant d'une urgence renouvelée. La marque sur son cou semblait brûler avec l'intensité de ses émotions. Une infirmière entra rapidement dans la pièce, alertée par les signaux du moniteur, mais Daniel la remarqua à peine. « Je dois retrouver ma fille », déclara-t-il, sa voix plus forte à présent. Hélène a dû découvrir qu'elle était enceinte après son départ. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» demanda-t-il à lui-même. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions dans la chambre d'hôpital. Les médecins allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux de Daniel et lui recommandant le calme et le repos. Mais il semblait sourd à tous leurs conseils médicaux, son esprit focalisé uniquement sur la révélation qui venait de bouleverser sa vie. Daphné resta silencieuse, digérant tout ce qu'elle venait de découvrir. « Daphné, s'il te plaît, » implora Daniel en serrant la main de sa femme. « Tu dois m'aider à la retrouver. Ma fille à mes yeux, ma marque. Elle est de mon sang. Elle est aussi le sang de l'enfant que tu portes, mon amour. » Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher lorsque Daphné rompit finalement son silence. Ses yeux, autrefois remplis de larmes, étaient maintenant secs et distants. Elle se leva du fauteuil où elle était assise et s'approcha de la fenêtre de l'hôpital. La ville s'étendait en contrebas, indifférente au drame qui se jouait dans cette pièce. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le rideau, comme si elle cherchait une distraction pour ce qu'elle allait dire. « Daniel, » commença-t-elle, sa voix contrôlée, « tu n'étais pas en état de comprendre ce qui s'est passé hier. » Daniel s'agita davantage dans le lit, ignorant la douleur causée par ses mouvements. Ses yeux suppliaient des réponses que Daphné semblait réticente à donner. La chambre d'hôpital sembla soudain trop petite pour contenir toute la tension qui grandissait entre eux. Les ombres du crépuscule dansaient sur les murs blancs, créant des formes déformées qui semblaient se moquer de leur angoisse. « Daphné, où est la fille ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « S'il te plaît, dis-moi que quelqu'un l'a aidée, que quelqu'un l'a amenée ici. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité.
Daphné se retourna finalement pour faire face à son mari, son visage un masque de compassion feinte. Ces mots, lorsqu'ils vinrent enfin, tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un étang calme, créant des vagues de dévastation qui menaçaient d'engloutir Daniel. « Je pensais qu'elle mentait », dit Daphné, sa voix aussi froide que l'air conditionné de l'hôpital. Elle avait juste l'air d'une mendiante essayant de profiter de notre famille. Comment pouvais-je savoir ? Daniel sentit l'air quitter ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, fixés sur Daphné comme s'il la voyait pour la première fois. Le moniteur cardiaque commença à biper plus rapidement, reflétant son agitation croissante. Les mots de sa femme résonnaient dans son esprit comme une sentence de mort. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Daphné, qu'as-tu dit à propos de ma fille ?» Le dernier rayon de soleil de la journée traversa la fenêtre de l'hôpital, illuminant le visage de Daphné pendant un bref instant. Ses prochains mots tombèrent dans le silence de la pièce comme une confession finale, scellant le destin de tous ceux impliqués dans cette histoire d'amour et de trahison. « Je l'ai rencontrée à l'hôpital. Elle brûlait de fièvre, Daniel. Tu sais comment je bavarde quand je suis nerveuse, et par accident, je lui ai donné notre adresse. Quand elle est arrivée au manoir, j'ai pensé qu'elle voulait nous tromper, continua Daphné, sa voix tremblant légèrement. Mais tu es tombée malade, et je l'ai laissée dehors, sous la pluie. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ni où elle est partie. » Les machines commencèrent à biper frénétiquement tandis que Daniel absorbait l'impact de cette révélation. Sa fille, celle qu'il venait à peine de découvrir, avait été abandonnée cette nuit-là, malade et seule sous la pluie. Le désespoir sur son visage était palpable alors qu'il tentait de comprendre la cruauté de cette situation. « Tu l'as abandonnée ?» murmura-t-il, sa voix chargée d'un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Mon Dieu, Daphné! Elle pourrait être morte à l'heure qu'il est. » La chambre d'hôpital plongea dans un silence assourdissant, brisé seulement par le son monotone des moniteurs. La vérité flottait dans l'air comme une présence physique, lourde et suffocante. Daniel ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur son visage alors que la réalité le frappait de plein fouet. La fille qu'il n'avait jamais su avoir, le fruit de son amour interdit avec Hélène, avait été si proche. « Aussi réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie », murmura-t-il, sa voix tremblant. Sa voix vacillait alors qu'il se souvenait de la façon dont les deux jeunes amoureux avaient prévu de s'enfuir ensemble, rêvant d'une vie loin des conventions sociales qui les séparaient. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'il décrivait le moment où sa famille avait découvert leur romance. « Mon père m'a donné un ultimatum », confessa-t-il, sa voix presque un murmure. Soit je mettais fin à tout et je la renvoyais, soit elle verrait sa carrière détruite dans toute la ville. J'ai été un lâche, Daphné, un lâche. Daphné écoutait en silence, son visage un masque d'émotions contradictoires. Daniel poursuivit son récit, décrivant comment il avait été forcé de renvoyer Hélène, comment il avait dû prétendre que rien entre eux n'avait été réel. Ses mains serraient fermement les draps de l'hôpital alors qu'il se souvenait du dernier regard qu'elle lui avait lancé avant de partir, un regard qu'il reconnaissait maintenant dans les yeux de la jeune fille de la nuit précédente. « Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, Daphné, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. Mais cette fille doit être sa fille, notre fille. Le moniteur cardiaque commença à enregistrer des battements de cœur accélérés tandis que Daniel s'agitait dans le lit, tentant de se redresser. Ses yeux, autrefois embrouillés par sa confession, brillaient maintenant d'une urgence renouvelée. La marque sur son cou semblait brûler avec l'intensité de ses émotions. Une infirmière entra rapidement dans la pièce, alertée par les signaux du moniteur, mais Daniel la remarqua à peine. « Je dois retrouver ma fille », déclara-t-il, sa voix plus forte à présent. Hélène a dû découvrir qu'elle était enceinte après son départ. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» demanda-t-il à lui-même. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions dans la chambre d'hôpital. Les médecins allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux de Daniel et lui recommandant le calme et le repos. Mais il semblait sourd à tous leurs conseils médicaux, son esprit focalisé uniquement sur la révélation qui venait de bouleverser sa vie. Daphné resta silencieuse, digérant tout ce qu'elle venait de découvrir. « Daphné, s'il te plaît, » implora Daniel en serrant la main de sa femme. « Tu dois m'aider à la retrouver. Ma fille à mes yeux, ma marque. Elle est de mon sang. Elle est aussi le sang de l'enfant que tu portes, mon amour. » Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher lorsque Daphné rompit finalement son silence. Ses yeux, autrefois remplis de larmes, étaient maintenant secs et distants. Elle se leva du fauteuil où elle était assise et s'approcha de la fenêtre de l'hôpital.
La ville s'étendait en contrebas, indifférente au drame qui se jouait dans cette pièce. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le rideau, comme si elle cherchait une distraction pour ce qu'elle allait dire. « Daniel, commença-t-elle, sa voix contrôlée, tu n'étais pas en état de comprendre ce qui s'est passé hier. » Daniel s'agita davantage dans le lit, ignorant la douleur causée par ses mouvements. Ses yeux suppliaient des réponses que Daphné semblait réticente à donner. La chambre d'hôpital sembla soudain trop petite pour contenir toute la tension qui grandissait entre eux. Les ombres du crépuscule dansaient sur les murs blancs, créant des formes déformées qui semblaient se moquer de leur angoisse. « Daphné, où est la fille ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « S'il te plaît, dis-moi que quelqu'un l'a aidée, que quelqu'un l'a amenée ici. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Daphné se retourna finalement pour faire face à son mari, son visage un masque de compassion feinte. Ces mots, lorsqu'ils vinrent enfin, tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un étang calme, créant des vagues de dévastation qui menaçaient d'engloutir Daniel. « Je pensais qu'elle mentait, » dit Daphné, sa voix aussi froide que l'air conditionné de l'hôpital. Elle avait juste l'air d'une mendiante essayant de profiter de notre famille. Comment pouvais-je savoir ? Daniel sentit l'air quitter ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, fixés sur Daphné comme s'il la voyait pour la première fois. Le moniteur cardiaque commença à biper plus rapidement, reflétant son agitation croissante. Les mots de sa femme résonnaient dans son esprit comme une sentence de mort. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Daphné, qu'as-tu dit à propos de ma fille ?» Le dernier rayon de soleil de la journée traversa la fenêtre de l'hôpital, illuminant le visage de Daphné pendant un bref instant. Ses prochains mots tombèrent dans le silence de la pièce comme une confession finale, scellant le destin de tous ceux impliqués dans cette histoire d'amour et de trahison. Je l'ai rencontrée à l'hôpital. Elle brûlait de fièvre, Daniel. Tu sais comment je bavarde quand je suis nerveuse, et par accident, je lui ai donné notre adresse. Quand elle est arrivée au manoir, j'ai pensé qu'elle voulait nous tromper, continua Daphné, sa voix tremblant légèrement. Mais tu es tombée malade, et je l'ai laissée dehors, sous la pluie. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ni où elle est partie. Les machines commencèrent à biper frénétiquement tandis que Daniel absorbait l'impact de cette révélation. Sa fille, celle qu'il venait à peine de découvrir, avait été abandonnée cette nuit-là, malade et seule sous la pluie. Le désespoir sur son visage était palpable alors qu'il tentait de comprendre la cruauté de cette situation. « Tu l'as abandonnée ?» murmura-t-il, sa voix chargée d'un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Mon Dieu, Daphné ! Elle pourrait être morte à l'heure qu'il est. » La chambre d'hôpital plongea dans un silence assourdissant, brisé seulement par le son monotone des moniteurs. La vérité flottait dans l'air comme une présence physique, lourde et suffocante. Daniel ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur son visage alors que la réalité le frappait de plein fouet. La fille qu'il n'avait jamais su avoir, le fruit de son amour interdit avec Hélène, avait été si proche. Et maintenant, elle était de nouveau perdue. « Où es-tu, ma petite ?» murmura-t-il dans le vide de la pièce. « Que t'est-il arrivé cette nuit-là » Ruth transporta le corps inconscient de Rose jusque dans sa petite maison située derrière le manoir. Ses mains tremblantes peinaient à ouvrir la porte tout en soutenant la jeune fille fiévreuse. La modeste pièce semblait encore plus petite face à l'urgence de la situation. Après avoir allongé Rose sur son propre lit, Ruth commença à enlever les vêtements trempés de la fille, les remplaçant par l'un de ses vieux habits. Le son de la respiration sifflante et laborieuse de Rose remplissait l'espace exigu, serrant le cœur de la domestique d'inquiétude. « Mon Dieu, cette fille est brûlante de fièvre », murmura Ruth en passant sa main sur le front moite de Rose. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon enfant ?» La fièvre ne diminuait pas, peu importe combien de compresses froides Ruth posait sur le front de Rose. La respiration de la fille empirait de minute en minute, se transformant en une toux profonde et douloureuse qui secouait son frêle corps. Ruth se précipita vers son armoire à pharmacie, ses mains tremblantes fouillant pour trouver quelque chose qui pourrait aider. Les rares médicaments qu'elle possédait semblaient dérisoires face à la gravité de la situation. « Je ne peux pas te laisser empirer comme ça », chuchota-t-elle en serrant la main brûlante de Rose. « Je dois trouver un moyen de te faire soigner », marmonna-t-elle pour elle-même. Le bruit humide de la respiration de Rose devenait de plus en plus alarmant à chaque heure qui passait. Ruth observait, impuissante, tandis que la jeune fille luttait pour respirer, ses lèvres prenant une teinte légèrement bleutée qui glaça le sang de la domestique. La décision fut prise lorsqu'une nouvelle quinte de toux secoua le frêle corps de Rose, laissant des gouttes rouges sur la taie d'oreiller blanche.
Sans réfléchir davantage, Ruth rassembla ses économies et appela un taxi. « Je dois t'emmener à l'hôpital », décida-t-elle, enveloppant Rose dans son propre manteau. « Tu as besoin d'un médecin, même si je dois supplier pour obtenir de l'aide. » L'hôpital était bondé lorsque Ruth arriva, portant Rose dans ses bras. La salle d'urgence était un chaos, rempli de personnes malades, d'enfants qui pleuraient, et de médecins pressés allant d'un côté à l'autre. Après ce qui sembla une éternité d'attente, elles furent enfin prises en charge. Le médecin, un homme aux cheveux gris et au regard fatigué, examina Rose avec une inquiétude croissante, son expression devenant de plus en plus grave à chaque instant. « C'est une pneumonie, et un cas sévère », annonça-t-il en écoutant la poitrine de la fille. « Elle a besoin de médicaments spécifiques immédiatement, sinon la situation pourrait devenir encore plus compliquée », expliqua le médecin. Ruth sentit ses jambes fléchir lorsqu'elle entendit le prix des médicaments prescrits. Un mois de salaire suffirait à peine à couvrir la moitié du montant nécessaire. Ses économies, précieusement gardées au fil des années, avaient déjà été dépensées pour le taxi et les premiers examens. Le médecin continua de parler de la gravité de la situation, expliquant que chaque heure perdue pouvait être fatale. Mais Ruth n'entendait plus, son esprit cherchant désespérément une solution. « Comment vais-je trouver autant d'argent ?» pensa-t-elle, angoissée. « Cette fille va mourir si je ne fais rien rapidement. » Le retour à la maison fut une torture. Rose, maintenant équipée d'un masque à oxygène de fortune, respirait avec encore plus de difficultés. Ruth avait réussi à obtenir quelques médicaments de base à la pharmacie de l'hôpital, mais elle savait que cela ne suffirait pas. L'ordonnance dans sa poche semblait brûler comme une braise, lui rappelant constamment le temps qu'elle perdait. « Tiens bon, petite », murmura-t-elle en serrant Rose contre elle. « Je trouverai un moyen d'obtenir tes médicaments, même si je dois tout vendre ce que j'ai. » La nuit tomba sur la petite maison arrière. La fièvre de Rose restait élevée, et sa respiration, maintenant ponctuée de gémissements douloureux, brisait le cœur de quiconque l'entendait. L'horloge murale semblait se moquer de son impuissance, chaque tic-tac rappelant à Ruth que le temps s'écoulait. Si seulement Monsieur Daniel n'était pas à l'hôpital, pensa Ruth en plaçant une autre compresse froide sur le visage de Rose. Il a toujours été généreux avec les employés. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit fatigué. Daniel avait toujours permis aux employés de demander des avances en cas d'urgence. Même à l'hôpital, elle savait qu'il continuait à gérer certaines affaires de l'entreprise par téléphone. Elle l'avait vu faire elle-même lorsqu'elle lui apportait son petit déjeuner à chaque fois qu'il tombait malade. Le millionnaire s'arrêtait rarement pour se reposer. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait le téléphone, le numéro de son patron gravé dans sa mémoire après tant d'années de service. « Que Dieu me pardonne de déranger un homme malade », murmura-t-elle en regardant Rose. « Mais je n'ai pas d'autre choix. » Le téléphone sonna plusieurs fois avant que la voix faible de Daniel ne réponde. Ruth sentit son cœur se serrer en entendant l'épuisement dans sa voix. Lui-même était encore en convalescence. Les mots sortirent de sa bouche de manière hésitante alors qu'elle expliquait soigneusement la situation, admettant qu'il s'agissait d'une fille trouvée aux portes du manoir. « Monsieur Daniel, pardonnez-moi de vous déranger, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je sais que vous êtes malade, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. » Daniel écouta en silence tandis que Ruth expliquait l'urgence de la situation et la nécessité des médicaments. Même avec une voix affaiblie, il maintenait la gentillesse qu'il avait toujours montrée à ses employés de longue date. À l'autre bout du fil, Ruth pouvait entendre le bruit des moniteurs de l'hôpital, lui rappelant que son patron se trouvait également dans une situation délicate. « C'est une urgence médicale », poursuivit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Je promets de tout rembourser dès que possible. Vous savez que je n'ai jamais failli à mes obligations. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Ruth pouvait entendre la respiration laborieuse de Rose mêlée au doux bourdonnement des machines de l'hôpital à travers le téléphone. Ses mains serraient le combiné si fort que ses jointures étaient blanches. Lorsque Daniel parla enfin, sa voix portait une note de réelle inquiétude. « Ruth, tu as toujours été plus qu'une employée pour cette famille, » dit-il doucement. « De combien as-tu besoin ?» Les larmes coulèrent librement sur le visage de Ruth lorsqu'elle mentionna le montant. C'était une somme considérable, plus qu'elle n'en avait jamais demandé en toutes ses années de service. Le bruit d'une quinte de tout particulièrement forte de Rose fit trembler sa voix un instant. Daniel, cependant, n'hésita pas. « Je vais transférer l'argent immédiatement, » répondit-il, et Ruth entendit le bruit des touches tapées sur un clavier. « J'espère que cela aidera celui ou celle qui en a besoin, » ajouta-t-il.
Un immense soulagement envahit la poitrine de Ruth lorsqu'elle entendit la confirmation du transfert sur son téléphone. Ses jambes cédèrent finalement et elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Rose recommença à tousser, un son humide et douloureux qui fit sursauter Ruth. « Merci, monsieur Daniel, dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Vous n'avez pas idée à quel point vous aidez. » Les derniers mots de Daniel furent presque perdus dans le bruit de la toux de Rose. « Prends bien soin de la personne qui a besoin de cette aide, Ruth, dit-il doucement. Quelque chose me dit que c'est ton bon cœur qui t'a poussé à m'appeler. Compte sur moi pour tout ce dont tu as besoin. » Ruth raccrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Le doux son de la confirmation du transfert bancaire résonna dans la pièce silencieuse. Ruth attrapa déjà son sac, prête à courir à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 la plus proche. L'argent qu'elle venait de recevoir de son patron semblait être un cadeau divin en ce moment de désespoir. « Tiens bon encore un peu, ma petite » murmura-t-elle en touchant le visage brûlant de Rose. « Dieu a mis de bonnes personnes sur notre chemin. » Après des jours de soins intensifs et de médicaments constants, Rose ouvrit enfin les yeux avec lucidité. La petite chambre de Ruth était illuminée par la douce lumière de l'aube, et l'odeur de café fraîchement préparé emplissait l'air. La domestique, qui avait dormi sur une chaise improvisée près du lit, se réveilla instantanément en entendant la jeune fille bouger. La pneumonie laissait encore la respiration de Rose un peu lourde, mais la fièvre avait considérablement diminué. « Combien de temps ai-je dormi ?» demanda Rose d'une voix encore rauque. « Je dois voir ma grand-mère à l'hôpital, elle doit être si inquiète. » Ruth aida Rose à s'asseoir dans le lit, ajustant les oreillers pour plus de confort. Ses mains douces vérifièrent la température de la fille, satisfaite de constater que la fièvre avait pratiquement disparu. Les médicaments coûteux avaient fait effet, valant chaque centime de l'avance qu'elle avait demandé à son employeur. Avec une fermeté maternelle, elle empêcha Rose de tenter de sortir du lit lorsque la jeune fille fit un mouvement pour se lever. L'inquiétude inscrite sur le visage de la jeune fille lui brisa le cœur, mais elle savait qu'elle devait être ferme. « Tu as failli mourir, mon enfant, » dit Ruth, sa voix mêlant affection et autorité. « Tu dois retrouver des forces avant de penser à partir d'ici. » Les heures s'écoulaient lentement alors que Rose essayait de convaincre Ruth de la laisser aller voir sa grand-mère. La jeune fille toucha à peine la soupe que la domestique avait préparée avec tant de soin, son esprit entièrement focalisé sur son inquiétude. L'horloge au mur semblait se moquer de son anxiété, chaque tic-tac lui rappelant le temps précieux qu'elle perdait. Sa respiration restait un peu difficile, et de temps à autre, une toux tenace la faisait se plier de douleur. « Vous ne comprenez pas, maman » implora Rose en tenant les mains de Ruth. « Ma grand-mère est seule à l'hôpital, elle a besoin de moi. » Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Ruth partit enfin chercher plus de médicaments à la pharmacie. Rose attendit quelques minutes après avoir entendu le portail se fermer, son cœur battant à l'idée de s'échapper. Ignorant la faiblesse dans ses jambes et la douleur dans sa poitrine à chaque respiration profonde, elle s'habilla aussi vite qu'elle le pouvait avec ses vêtements usés. Ses doigts tremblaient alors qu'elle nouait les lacets de ses baskets abîmées, mais sa détermination surpassait tout inconfort physique. « Pardonne-moi, Ruth » murmura-t-elle à la pièce vide. « Mais je ne peux pas abandonner ma grand-mère. » Le chemin vers l'hôpital communautaire semblait bien plus long maintenant que son corps luttait encore contre les restes de la pneumonie. Chaque pas était un effort, et l'air de la ville semblait griffer ses poumons déjà affaiblis. Le soleil brûlant de midi lui faisait marteler la tête, et plusieurs fois, elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle. Les gens passaient sans remarquer son état, certains se plaignant même lorsqu'elle s'appuyait contre les murs pour éviter de tomber. L'hôpital était encore plus bondé que d'habitude. Rose se traîna dans les couloirs familiers, son cœur se serrant en voyant tant de personnes attendant des soins. Lorsqu'elle atteignit enfin la chambre où elle avait laissé Hazel, une scène glaça son sang. 2 médecins parlaient à voix basse près du lit, leurs expressions graves disant plus que n'importe quel mot. La silhouette frêle de sa grand-mère semblait encore plus petite, connectée à tant de machines. Sa peau avait pris une teinte cendrée qui effraya Rose. « Dites-moi qu'elle va s'en sortir » supplia la jeune fille, sa voix vacillante. « Elle est tout ce que j'ai au monde. » Les mots du médecin âgé tombèrent sur Rose comme des pierres. Chaque phrase était un coup porté à son espoir. État extrêmement grave, ressources limitées, pronostic réservé. Son esprit tourbillonnait, essayant de traiter toutes ces informations, mais une phrase se détacha comme un phare dans l'obscurité. Dans un hôpital privé, avec des équipements plus modernes, elle aurait peut-être une chance. Le médecin continua de parler, mais Rose ne l'entendait plus.
Une idée commençait à germer dans son esprit fiévreux. Je dois trouver mon père, pensa-t-elle avec détermination. Il a de l'argent, il peut sauver grand-mère. La décision fut prise avant que son corps affaibli ne puisse protester. Ignorant les avertissements du médecin sur sa propre santé encore fragile, Rose se dirigea vers la sortie de l'hôpital. Ses jambes tremblaient sous l'effort, et chaque respiration était une petite bataille, mais l'image d'Azel luttant pour sa vie lui donnait la force de continuer. Elle se souvenait avoir entendu le nom de l'hôpital où son père avait été transporté le jour où elle s'était évanouie. L'hôpital privé, où son père était admis, se trouvait de l'autre côté de la ville, mais elle ne pouvait plus perdre de temps. Ce n'est pas le moment d'être faible, se dit-elle, avalant une nouvelle quinte de tout. Grand-mère a toujours été forte pour moi, maintenant c'est à mon tour d'être forte pour elle. Le trajet jusqu'à l'hôpital privé ressemblait à une traversée du désert. Le soleil implacable brûlait son dos, et la climatisation des magasins devant lesquels elle passait créait des variations de température qui aggravaient sa toux. À plusieurs reprises, elle dut s'arrêter, son corps protestant contre cet effort excessif. Les gens la regardaient avec méfiance lorsqu'elle s'asseyait sur les trottoirs pour reprendre son souffle, certains allant même jusqu'à traverser la rue pour l'éviter. « Je ne peux pas abandonner maintenant », se répétait-elle comme un mantra. « Papa m'aidera, il doit m'aider. » Lorsqu'elle aperçut enfin la façade imposante de l'hôpital privé, Rose sentit ses dernières réserves de force se renouveler. Le bâtiment moderne, avec ses murs de verre réfléchissant le soleil de l'après-midi, semblait appartenir à un autre monde comparé à l'hôpital communautaire où Azel était. Ses pas hésitants la menèrent jusqu'à la luxueuse réception, où une réceptionniste élégamment vêtue la regarda avec une évidente désapprobation. Sa voix était faible et rauque lorsqu'elle tenta de parler. « S'il vous plaît, je dois voir monsieur Daniel Cardan. »« C'est mon père. » La réaction fut immédiate et cruelle. La réceptionniste regarda les vêtements usés de Rose avec mépris, plissant le nez comme si elle sentait quelque chose de désagréable. « Encore une mendiante qui essaie de se faire passer pour un parent de patient, dit-elle à haute voix à sa collègue, s'assurant que Rose entendait bien. Comme si une mendiante en haillons pouvait être la fille de monsieur Cardan. Avant que Rose ne puisse montrer sa marque de naissance ou expliquer à propos de la montre, 2 gardes de sécurité imposants apparurent à ses côtés comme par magie. Leurs grandes mains saisirent les bras maigres de la jeune fille avec une force excessive, tandis que le personnel de l'hôpital regardait la scène avec un mélange de dégoût et d'amusement. « Ces gens n'ont aucune honte », commenta une infirmière en secouant la tête. « Ils inventent toutes sortes d'histoires pour essayer d'extorquer les patients. » Rose tenta de résister, mais son corps, affaibli par la maladie, ne pouvait rivaliser avec les hommes forts qui la traînaient sans ménagement. « S'il vous plaît, écoutez-moi » cria-t-elle, sa voix se transformant en une nouvelle quinte de toux. « Je peux le prouver. Regardez la marque sur mon cou. Ma grand-mère va mourir s'il ne m'aide pas. » L'air frais de l'extérieur frappa son visage comme une gifle lorsque les gardes la poussèrent dehors. Rose trébucha, manquant de peu de tomber, ses jambes faibles peinant à la maintenir debout. Les passants firent semblant de ne pas voir la scène, certains accélérant même le pas pour s'éloigner plus vite. L'un des gardes pointa un doigt menaçant dans sa direction avant de retourner à son poste. « Si vous revenez, nous appellerons la police », la prévint-il d'une voix dure. « Nous en avons assez des mendiants qui essaient de profiter des patients. » L'humiliation brûlait davantage que la fièvre sur son visage. Rose s'appuya contre un poteau à proximité, luttant pour respirer, tout en regardant les gardes retourner à l'intérieur de l'hôpital. À travers les portes vitrées, elle aperçut la réceptionniste faire un geste dédaigneux dans sa direction, probablement en train de raconter à quelqu'un l'histoire de la mendiante effrontée qui avait tenté d'entrer. « Comment vais-je réussir à parler à mon père maintenant ?» pensa-t-elle, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Grand-mère a besoin de cette aide. Elle ne peut pas mourir. » La force de Rose commençait enfin à l'abandonner. Son corps, encore en convalescence après la pneumonie, protestait contre tous les efforts de la journée. La toux revint avec force, faisant souffrir sa poitrine comme si elle était transpercée par 1000 aiguilles. Les passants continuaient à défiler, certains lançant des regards empreints de pitié, mais personne ne s'arrêtait pour l'aider. « Je ne peux pas abandonner », murmura-t-elle, même en sentant ses jambes vaciller. « Je dois trouver un autre moyen de le contacter ?» Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange qui semblaient se moquer de la situation désespérée de Rose. Les gardes continuaient à la surveiller à travers les portes vitrées, s'assurant qu'elle n'essayait pas de revenir. Son corps tremblait sous l'effort de rester debout, et chaque respiration devenait plus difficile que la précédente. L'image d'Azel, seule dans son lit d'hôpital, fit couler de nouvelles larmes sur les joues de Rose. « Pardonne-moi, grand-mère » murmura-t-elle, sentant le poids de la tristesse sur ses épaules.
J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé. Mais, je vais essayer autant de fois qu'il le faudra. Je ne renoncerai pas. À peine 15 minutes après avoir été expulsée, Rose essayait déjà de retourner à l'hôpital. Cette fois, elle s'approcha d'un autre angle, se mêlant à un groupe de visiteurs arrivant pour les heures de visite. Son cœur battait à toute vitesse alors qu'elle franchissait les portes automatiques, essayant d'avoir l'air naturel malgré ses vêtements usés et ses cheveux ébouriffés. Les mêmes gardes la reconnurent instantanément. « Cette fille n'abandonne jamais », cria l'un d'eux en avançant vers elle à grands pas. « Combien de fois allons-nous devoir te jeter dehors aujourd'hui » demanda un autre alors que Rose tentait de fuir, mais ses jambes affaiblies par la maladie répondaient à peine. « Je dois juste parler à mon père », cria-t-elle alors qu'on la traînait dehors. « S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. » Une demi-heure plus tard, Rose tentait à nouveau. Cette fois, sa stratégie était différente. Elle tenta d'entrer par la porte arrière, là où les livraisons étaient effectuées. Elle observa rapidement les mouvements du personnel, et lorsqu'un camion de livraison arriva, elle essaya de se faufiler avec les livreurs. Elle réussit à atteindre la cuisine cette fois, l'odeur de nourriture faisant gronder son estomac vide. Mais un membre du personnel la vit et appela immédiatement la sécurité. « Encore toi » dit le garde le plus grand en saisissant son bras avec force. « Tu commences à nous énerver, gamine. » Rose tenta d'expliquer à propos de la marque de naissance et de la montre, mais personne ne voulait l'écouter. Même pas une heure après, Rose fit une troisième tentative. Cette fois, elle fit semblant de s'évanouir à l'entrée de l'hôpital, tombant délibérément près de la porte principale. Sa toux persistante, due à la pneumonie encore non guérie, rendit la scène plus convaincante. Des passants s'arrêtèrent pour l'aider, mais avant qu'elle ne puisse être emmenée à l'intérieur, les mêmes gardes apparurent. « C'est encore cette mendiante » dit l'un d'eux à la foule qui s'était rassemblée. Elle essaie de rentrer depuis ce matin en inventant des histoires absurdes. L'humiliation brûlait sur son visage alors qu'elle était de nouveau expulsée, cette fois sous les regards mêlés de pitié et de mépris des passants. En début d'après-midi, Rose fit une quatrième tentative. Elle attendit un moment de distraction des gardes pendant le changement de poste et courut aussi vite que ses jambes faibles le lui permettaient. Elle réussit à atteindre l'ascenseur, son cœur battant à tout rompre d'espoir de finalement atteindre son but. Les portes commençaient à se refermer, mais l'un des gardes réussit à l'attraper à temps. L'homme la saisit par la taille, la soulevant du sol comme si elle ne pesait rien. « Tu n'apprends jamais, hein » grogna-t-il en la portant dehors alors qu'elle se débattait. « La prochaine fois, j'appellerai la police, et là tu verras. Tu seras arrêté et tu arrêteras de nous causer des ennuis ?» À chaque heure qui passait, ses tentatives devenaient de plus en plus désespérées. Dans l'une d'elles, elle tenta de se cacher dans un chariot de linge, mais l'odeur de maladie sur ses vêtements la trahit auprès d'un membre du personnel. Dans une autre, elle tenta de convaincre une vieille dame de dire qu'elle était sa petite fille, mais la femme, effrayée par son apparence malade, appela immédiatement la sécurité. À chaque échec, Rose sentait son corps s'affaiblir davantage, mais l'image d'Azel, seule dans l'hôpital communautaire, lui donnait la force de continuer. « Je ne peux pas abandonner maintenant » se répétait-elle entre des quintes de tout. « Grand-mère n'a jamais renoncé à moi. Je ne peux pas renoncer à elle. » Le soleil commençait à se coucher lorsque Rose fit une dernière tentative désespérée. Profitant de l'arrivée d'une ambulance, elle essaya d'entrer par les urgences avec les ambulanciers. Sa toux, qui empirait d'heure en heure, rendit son jeu de rôle en tant que patiente encore plus convaincant. À un moment, elle faillit réussir. Elle réussit même à monter sur un brancard, mais l'un des infirmiers la reconnut de ses tentatives précédentes. « C'est cette fille problématique » alerta-t-il ses collègues. Elle essaie de rentrer depuis ce matin en inventant toutes sortes d'histoires. Encore une fois, Rose fut expulsée, sous les regards méprisants et les commentaires malveillants. Les premières étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel lorsque Rose abandonna enfin sous l'effet de l'épuisement. Son corps, vidé par les tentatives infructueuses, tenait à peine debout. Elle se traîna jusqu'à un banc dans la place en face de l'hôpital, d'où elle pouvait observer les fenêtres éclairées. La nuit apporta une brise froide qui fit trembler son corps, mais elle refusa de partir. « Il est là-dedans quelque part » pensa-t-elle, ses yeux fixés sur les centaines de fenêtres, si proches et pourtant si inaccessibles. La nuit avançait alors que Rose continuait sa veille solitaire. Les lumières des chambres de l'hôpital s'éteignaient une à une, mais ses yeux restaient fixés sur les fenêtres, espérant voir un signe de son père. Une fine bruine commença à tomber, faisant trembler son corps encore plus. Au troisième étage, une silhouette féminine apparut à une fenêtre. C'était Daphné, regardant distraitement la nuit pluvieuse. Ses yeux passèrent brièvement sur la place, mais elle ne reconnut pas la petite silhouette recroquevillée sur le banc.
La pluie devint plus intense, transformant la bruine en un rideau liquide qui trempa Rose jusqu'aux os. Je ne peux pas tomber malade maintenant, pensa-t-elle, sentant sa respiration devenir de plus en plus difficile. Je dois être forte pour réessayer demain. Le soleil levant trouva Rose dans un état inquiétant. Son corps tremblait de manière incontrôlable, alternant entre frissons violents et vagues de chaleur dues à la forte fièvre. Sa toux était devenue un bruit humide et douloureux qui faisait brûler sa poitrine à chaque respiration. « Pardonne-moi, grand-mère, murmura-t-elle dans son délire fiévreux. Je n'ai pas été assez forte. » Le monde autour d'elle commença à tourner. Les lumières de l'hôpital se transformèrent en flou doré dansant. Sa respiration devint de plus en plus laborieuse, et la fièvre fit alterner son corps entre un froid glacial et une chaleur insupportable. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Rose perdit la bataille contre la maladie. Son corps, affaibli par la nuit sous la pluie et le retour de la pneumonie, finit par céder. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut la façade imposante de l'hôpital, si proche et pourtant si inaccessible. « Je n'ai pas réussi » furent ses derniers mots avant de perdre connaissance. « J'ai essayé de toutes les manières. Je n'ai pas réussi. » La matinée était déjà bien avancée lorsque Daphné décida de faire une brève promenade dans les jardins de l'hôpital. Elle avait besoin de s'aérer l'esprit après une autre nuit tendue passée à s'occuper de Daniel. L'air frais et le doux soleil semblaient l'inviter à apaiser les inquiétudes qui la consumaient. Cependant, alors qu'elle passait par la place devant l'hôpital, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette était étendue, immobile, sur un banc. Son corps tremblait visiblement, même sous le soleil du matin. En s'approchant du banc, Daphné sentit son cœur rater un battement. C'était la même fille qu'elle avait vue à l'hôpital, celle qui prétendait être la fille de Daniel. Le petit corps de Rose tremblait violemment sous ses vêtements trempés, et sa respiration était sifflante, accompagnée de hoquets douloureux qui faisaient se soulever sa poitrine de manière irrégulière. La culpabilité frappa Daphné comme un coup de poing alors qu'elle se souvenait avoir ordonné aux gardes d'expulser la jeune fille. « Mon Dieu, qu'ai-je fait » murmura-t-elle en touchant le visage brûlant de fièvre de Rose. « Comment ai-je pu être si cruelle avec un enfant ?» Le poids de la culpabilité et de la peur envahit Daphné alors qu'elle reconnaissait enfin Rose. C'était sa belle-fille. Elle vit la même marque que celle de Daniel sur le cou de la fille. Le petit corps tremblait violemment sur le banc, et sa respiration hachée faisait monter et descendre sa poitrine irrégulièrement. « Comment ai-je pu ignorer les appels désespérés de cet enfant ?» se demanda Daphné. « Mon Dieu, cette fille est la sœur de l'enfant que je porte. » Elle murmura en touchant à nouveau le visage brûlant de Rose. Elle pourrait mourir à cause de moi. Je l'ai ignorée, je ne l'ai pas cru. Comment ai-je pu être si méfiante envers une petite fille? Avec des mains tremblantes d'inquiétude, Daphné tenta de réveiller Rose. La peau de l'enfant était brûlante de fièvre, et ses vêtements étaient encore trempés par la pluie de la nuit précédente. Les yeux de Rose s'ouvrirent brièvement, flous et confus, avant de se refermer. La marque en forme de cœur sur son cou, si semblable à celle de Daniel, semblait accuser Daphné de sa négligence. « S'il te plaît, tiens bon » implora-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Je dois réparer mon erreur. Je dois te conduire à ton père. » Le désespoir envahit Daphné lorsqu'elle réalisa la gravité de l'état de Rose. Sans réfléchir davantage, elle trouva une force qu'elle ne se connaissait pas et souleva la jeune fille dans ses bras. Malgré son ventre proéminent de femme enceinte, le petit corps frêle tremblait contre sa poitrine, tandis que des mots incohérents s'échappaient des lèvres fiévreuses de Rose. Rose appelait insatiablement Hazel, suppliant de l'aide pour sauver sa grand-mère. « Hôpital privé. Papa » murmura-t-elle dans son délire. « Aide-moi à le trouver. » Daphné courut vers l'hôpital, ses larmes se mêlant à la sueur de l'effort et à la douleur dans son dos causée par le poids de l'enfant dans ses bras. Les gardes, qui avaient expulsé Rose tant de fois sur ses ordres, s'écartèrent rapidement lorsqu'ils virent qui Daphné portait. Le poids de la culpabilité semblait écraser Daphné à chaque pas. Tout cela aurait pu être évité si elle avait seulement écouté, si elle avait donné à cet enfant une chance d'expliquer. « Appelez l'équipe d'urgence » cria-t-elle, sa voix chargée d'urgence. « Cette fille est peut-être la fille de mon mari, une Cardan. » La salle d'urgence de l'hôpital s'activa immédiatement. Les médecins et les infirmiers couraient dans tous les sens, préparant les équipements nécessaires. Et une civière fut rapidement préparée pour prendre en charge Rose. Le corps de la jeune fille, désormais complètement inerte, murmurait encore des mots qui brisaient le cœur de tous ceux qui les entendaient. La marque sur son cou, exposée lorsque ses vêtements trempés furent enlevés, était une preuve indéniable de sa possible connexion avec Daniel. « Pardonne-moi,
petite, murmura Daphné en tenant la main brûlante de fièvre de Rose. Je ferai tout pour te sauver. Les médecins luttaient pour stabiliser Rose, mais son état empirait minute après minute. Daphné ne quitta jamais son chevet, torturée par la culpabilité et la peur de perdre celle qui pourrait être la fille de son mari. Les délires de la jeune fille s'intensifièrent, ses paroles révélant une histoire d'amour et de dévouement que Daphné avait refusé d'écouter auparavant. « Grand-mère Hazel, prends soin de moi, papa doit savoir. » murmurait Rose entre des halètements douloureux. La Ce fut alors que le corps de Rose commença à convulser violemment. Ses yeux roulèrent vers l'arrière de son crâne, et les médecins crièrent des ordres urgents en tentant de contrôler la crise qui s'emparait de son petit corps fiévreux. Daphné serra fermement la main de Rose, comme si elle pouvait empêcher la vie de s'échapper entre ses doigts. « Ne la laissez pas mourir, supplia-t-elle au médecin, sa voix brisée par l'émotion. Daniel ne me le pardonnerait jamais. Je ne me le pardonnerai jamais. Elle est ma belle-fille. Ce n'est qu'une enfant innocente. » La convulsion s'intensifia, faisant arquer le corps de Rose de façon effrayante sur la civière. Les alarmes des moniteurs résonnaient alors que les médecins luttaient pour la stabiliser. Daphné observait la scène avec horreur, sachant que sa négligence avait contribué à cette situation. Le visage de la petite fille, si semblable à celui de Daniel vu de près, était déformé par la douleur. « Tiens bon, s'il te plaît, murmura Daphné en pleurant. Ton père a besoin de toi? Il te cherche, Lily. Tu dois rencontrer ton petit frère qui va bientôt naître. S'il te plaît, juste tiens bon. » Tout l'hôpital semblait s'être arrêté pour assister à la lutte de Rose pour la vie. Les médecins travaillaient frénétiquement, administrant des médicaments et essayant de contrôler la convulsion incessante. Daphné sentait son propre monde s'effondrer, sachant qu'elle aurait pu prévenir tout cela. La marque en forme de cœur sur le cou de la petite fille semblait pulser à chaque spasme, lui rappelant constamment son erreur. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» pensa-t-elle, désespérée. « Comment n'ai-je pas vu la vérité juste sous mes yeux ?» Les minutes s'étirèrent alors que la convulsion continuait. Le corps de Rose, déjà si fragile à cause de la pneumonie et de la nuit sous la pluie, semblait perdre la bataille. Ses lèvres prirent une inquiétante teinte bleutée, et sa respiration devint de plus en plus superficielle. Daphné serra sa main glacée, priant en silence pour un miracle. « Mon Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi corriger mon erreur, murmura-t-elle à elle-même. Cette fille est une enfant. S'il vous plaît, ne l'enlevez pas. » Soudain, le corps de Rose devint rigide comme de la pierre, ses muscles se contractant au maximum alors que la convulsion atteignait son apogée. Le médecin cria pour plus de médicaments, essayant désespérément de sauver la vie de la petite fille. Daphné observait tout cela dans un état d'horreur paralysante, incapable de faire autre chose que de tenir la main de Rose, de plus en plus froide. « S'il vous plaît, Dieu, supplia-t-elle, ses larmes tombant sur le visage déformé de douleur de la petite. Ne l'emportez pas maintenant, pas comme ça. » La tension dans la salle d'urgence était palpable alors que tout le monde se battait pour sauver Rose. Le son des moniteurs cardiaques se mêlait aux cris des médecins et aux sanglots étouffés de Daphné. La convulsion continuait, secouant le petit corps avec une force effrayante, comme si toute la douleur et la souffrance endurée par Rose explosaient en même temps, consumant son corps déjà si fragile. Après de longues minutes d'angoisse, les médecins parvinrent enfin à stabiliser Rose. Son petit corps resta immobile sur la civière d'urgence, connecté à diverses machines. Sa respiration, bien que toujours difficile, devint enfin régulière. La fièvre commença à baisser grâce à la médication intraveineuse. Daphné serra doucement la main glacée de la petite, déterminée à réparer ses erreurs. « Ton père doit savoir, murmura-t-elle en se levant rapidement. Il doit savoir que tu es ici et qu'il doit te voir, petite. » Les couloirs de l'hôpital semblaient interminables alors que Daphné courait vers la chambre de Daniel. Son cœur battait de façon irrégulière, encore ébranlé par la terrible scène qu'elle avait vue dans la salle d'urgence. En approchant de la chambre, elle entendit des voix élevées à l'intérieur. Elle poussa la porte sans cérémonie, mais s'arrêta brusquement en voyant Charles Cardan assis à côté du lit de son fils. Le patriarche de la famille dégageait son habituelle aura d'autorité et de puissance. « Daniel, c'est urgent !» s'écria-t-elle, ignorant la présence intimidante de son beau-père. « La fille, celle qui disait être ta fille, elle est ici, dans la salle d'urgence. » La réaction de Charles fut immédiate. Il se leva de sa chaise dans un mouvement calculé, son visage une masque d'incrédulité et de mépris. « Quelle histoire absurde est-ce là ?» demanda-t-il, sa voix tranchante comme un rasoir. « D'où vient cette supposée fille? Encore une escroc essayant de profiter de notre famille ?»
Ses yeux froids étudièrent Daphné avec suspicion. « Et toi, tu crois à n'importe quelle femme qui se présente avec une histoire tirée par les cheveux ?» Daniel tenta de se lever du lit, son visage pâle sous le choc des paroles de son père. Daphné, cependant, fit un pas en avant, affrontant son beau-père. « Elle a la marque des cardans », déclara-t-elle fermement. « La même marque que Daniel a sur son cou. » Les yeux de Charles se plissèrent dangereusement, observant la réaction de son fils à la mention de la marque. « Une marque peut être falsifiée », rétorqua-t-il froidement. « Vous êtes tous les deux bien naïfs de croire à cette farce. » Une ombre de doute passa fugacement sur le visage de Charles lorsque Daniel mentionna Hélène pour expliquer la situation, mais elle était si brève qu'elle aurait pu être imaginaire. « Allons, Daniel, railla-t-il, sa voix chargée de mépris. Ne me dis pas que tu vas croire à cette histoire ridicule. Combien d'autres doivent être là dehors, inventant des histoires pour obtenir de l'argent ?» Son visage se déforma en une expression de dégoût. « Notre famille ne peut pas tomber aussi bas. » Avec un effort visible, Daniel retira les fils et capteurs connectés à son corps. Ses jambes vacillèrent en touchant le sol froid de l'hôpital, mais sa détermination lui donna de la force. « Je vais voir ma fille. Elle a besoin de moi. Je ne vais pas perdre de temps avec ça, papa, » déclara-t-il, sa voix ferme malgré sa faiblesse physique. Charles fit un pas en avant pour bloquer son chemin. « Tu fais une erreur, » avertit-il, sa voix dangereusement basse. « Ne vois-tu pas que c'est clairement une mise en scène ?» Le chemin vers la salle d'urgence fut une bataille. Daniel marchait aux côtés de Daphné, désormais plus déterminé. Charles les suivait de près, ses commentaires acides résonnant dans le couloir. « Comment peux-tu être si naïf ?» insistait-il. « Ces gens n'ont aucun scrupule. Ils feront tout pour de l'argent. Ils ont probablement entraîné la fille pour ce numéro. » Lorsqu'ils atteignirent enfin le lit de Rose, Daniel sentit ses jambes fléchir. Là, connectée à tant de machines, se trouvait une version miniature d'Hélène. Les mêmes traits délicats, le même nez fin, et sur son cou, indéniable, la marque qui portait son propre sang. « Ma fille », murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. Charles observa la scène avec des yeux calculateurs, son esprit clairement occupé à chercher des moyens de discréditer ce qu'il voyait. Les yeux de Rose s'ouvrirent lentement au son de la voix de son père. Même à travers le masque à oxygène, on pouvait voir un faible sourire se former sur ses lèvres pâles. Avec effort, elle leva une main tremblante vers lui. « Papa » murmura-t-elle faiblement. « S'il te plaît, aide grand-mère Hazel. Elle a besoin d'un meilleur hôpital. » Charles laissa échapper un rire sec et cruel. « Elle commence déjà à demander de l'argent » commenta-t-il venimeusement. « Typique. » Daniel, ignorant les commentaires de son père, prit le téléphone de sa femme et appela l'hôpital communautaire. Chaque sonnerie semblait durer une éternité, Charles continuant à faire des remarques sarcastiques pour tenter de semer le doute dans l'esprit de son fils. L'infirmière finit par répondre, d'abord réticente à fournir des informations. Après quelques instants qui semblèrent une éternité, sa voix revint sur la ligne. « Monsieur Cardan, je dois vous informer qu'il y a eu un changement dans l'état de la patiente. » Un silence tendu envahit la pièce, chacun attendant la nouvelle. Rose serra la main de son père de toutes ses forces, ses yeux grands ouverts, pleins d'espoir. La voix de l'infirmière revint, chargée de surprise. « Les médecins disent que c'est un miracle. Cette dame n'allait pas survivre, elle était dans une situation très grave, mais quelque chose, une force quelconque, a fait réagir son corps. Elle s'est réveillée du coma il y a quelques minutes. Les médecins l'évaluent encore, mais ses signes vitaux se stabilisent. » Dans un coin de la pièce, partiellement dissimulé par les ombres, Charles observait la scène avec un éclat dangereux dans les yeux. Son visage était un masque de mépris alors qu'il étudiait chaque détail de la jeune fille sur le brancard, chaque ressemblance avec Hélène, chaque preuve qui pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Ses doigts tambourinaient légèrement sur son bras croisé tandis que son esprit calculateur élaborait déjà des plans. « Ça ne va pas se passer comme ça », pensa-t-il, ses yeux glaciaux fixés sur Rose. « Je ne laisserai aucun bâtard détruire tout ce que j'ai bâti. » Daniel, toujours au téléphone, s'adressa à l'interlocutrice avec une voix décidée. « Je veux la meilleure ambulance disponible pour le transfert, avec une équipe médicale complète. La grand-mère de ma fille aura les meilleurs soins possibles. » Son ton, bien que marqué par sa propre convalescence, ne laissait aucun doute sur son autorité. « Un instant, monsieur » répondit l'infirmière de l'hôpital communautaire. Daniel se tourna alors vers Rose, affichant un sourire ému. « Ma fille, ta grand-mère va bien, dit-il, sa voix remplie de soulagement.
Elle s'est réveillée et répond bien aux médicaments. Les yeux de Rose se remplirent de larmes, un faible sourire illuminant son visage pâle. Reprenant le téléphone, Daniel parla d'une voix ferme. « Je veux que cette patiente soit transférée immédiatement. » Malgré sa propre faiblesse physique, sa voix ne laissait aucun doute sur son autorité. Hazel a été immédiatement transférée de l'hôpital communautaire vers l'une des meilleures chambres de l'hôpital privé, équipée de toutes les installations nécessaires. « C'est le minimum que je puisse faire pour la femme qui a pris soin de ma fille, dit Daniel en serrant la petite main de Rose. Elle recevra le meilleur traitement que l'argent puisse offrir. L'arrivée de Hazel à l'hôpital privé s'est déroulée le lendemain matin. L'ambulance, équipée des meilleurs équipements, a effectué le transfert sans incident. Les médecins l'ont installée dans une chambre voisine de celle de Rose, permettant ainsi à la grand-mère et à la petite fille de se rétablir ensemble. Les infirmières ont remarqué une amélioration significative des signes vitaux des deux, simplement par le fait qu'elles se trouvaient dans le même environnement. « C'est un miracle, murmura Hazel en s'installant. Ma petite a réussi. Elle nous a sauvés toutes les deux. » Dans les jours qui suivirent, Rose et Daniel se rétablirent complètement. La pneumonie de la petite céda grâce aux traitements intensifs, tandis que Daniel, déjà remis, visitait l'hôpital quotidiennement. Les médecins furent surpris par la rapidité de leur rétablissement. C'est impressionnant de voir comment le corps réagit lorsqu'il reçoit les soins appropriés, commenta le médecin-chef lors de ses rondes. Bientôt, tout le monde pourra rentrer chez soi. La tension atteignit son apogée lorsque Charles entra dans la chambre d'hôpital cet après-midi-là. Ses yeux froids balayèrent la pièce avec mépris, s'attardant sur Rose qui dormait paisiblement. « Alors voici la petite bâtarde qui détruit notre famille », se moqua-t-il, sa voix chargée de venin. « Regarde-la, Daniel. Elle ne ressemble même pas à une Cardan avec ses vêtements misérables. » Daniel sentit son sang bouillir dans ses veines, mais Daphné intervint rapidement. « Vous n'avez pas le droit de parler ainsi, défendit-elle, se plaçant entre son beau-père et la petite. » Charles lâcha un rire sec et cruel. « Même toi, Daphné ? Tu as déjà oublié qui nous sommes ? Les Cardans ne se mélangent pas avec ce genre de gens. Cette fille va ternir notre nom pour toujours. » Ce fut la goutte d'eau. Daniel saisit fermement le bras de son père et le traîna dans une pièce privée. « Ça suffit, rugit-il, tremblant de rage. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Que fait à Hélène ? Que sais-tu sur ma fille ? » Quand un sourire se dessina sur le visage de Charles, l'estomac de Daniel se noua. La confession tomba comme un coup de massue. « Hélène est morte en couche, révéla Charles, sa voix glaciale. Je savais pour la grossesse dès le début. Cette servante a eu l'audace de venir me demander de l'aide. » Son visage se tordit en une expression de dégoût. « J'ai payé des hommes dangereux pour régler le problème. Peu m'importait si l'enfant survivait ou non, tant qu'elle disparaissait de notre vie. » Les paroles de Charles tombèrent comme une bombe. La rage explosa dans la poitrine de Daniel comme une tempête. « Sors d'ici, rugit-il en avançant menaçant contre son père. Tu es un monstre. Ne t'approche jamais de ma fille ni du bébé que Daphné attend. » Quelques minutes plus tard, Charles quitta l'hôpital, aveuglé par la colère. Il ne remarqua pas le camion en fuite qui arrivait vers lui. L'impact fut instantané et fatal. La nouvelle parvint à Daniel peu après. Un mélange de douleur et de soulagement envahit son cœur. Quelques jours plus tard, le manoir des Cardans s'animait d'une nouvelle vie. Rose et Hazel avaient quitté l'hôpital, et la maison, autrefois froide et austère, résonnait maintenant de rires et de conversations joyeuses. Hazel assuma naturellement le rôle de matriarche, tandis que Daphné, enceinte de son deuxième enfant, s'occupait de ses deux enfants, son fils biologique et sa fille de cœur. Daniel transforma l'héritage des Cardans en créant un fonds en hommage à Hélène pour aider les enfants défavorisés, symbolisant un véritable changement pour une famille autrefois axée sur le pouvoir et le statut. Ce qui était autrefois un manoir rempli de secrets et de silence devint un foyer d'amour et d'acceptation, propulsé par la force du pardon et de la compassion. La joie régnait en maître. Le rire de Rose et les pleurs du bébé se mêlaient aux histoires de Hazel et aux berceuses de Daphné, créant une symphonie de bonheur qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. « Regarde, Hélène, murmura Daniel à l'étoile scintillante dans le ciel. Notre fille l'a fait. Elle a transformé la haine en amour, la tristesse en joie. Elle nous a tous sauvés. 6 mois s'étaient écoulés depuis ces jours tumultueux. Le manoir des Cardans, autrefois connu pour son architecture imposante et ses jardins rigides, était désormais célèbre dans le quartier pour les éclats de rire qui résonnaient dans ses couloirs. Le bébé, avec ses premières petites dents apparentes, rampait sur les tapis, poursuivant sa grande sœur qui faisait toujours semblant de ne pas réussir à l'attraper, provoquant des éclats de rire joyeux.
Hazel, pleinement rétablie, avait transformé l'ancienne salle à manger formelle en un espace chaleureux où la famille se réunissait réellement. Les repas étaient désormais des moments de partage, non seulement de nourriture, mais aussi d'histoire et de rêve. Ces recettes maison, mélangées aux plats sophistiqués préparés par les chefs, créaient un menu unique qui symbolisait l'union de deux mondes autrefois distants. Daphné surprit tout le monde par son dévouement envers ses deux enfants, son fils biologique et sa fille de cœur. La maternité avait adouci ses traits autrefois sévères, et il n'était pas rare de la trouver assise sur le sol de la chambre des enfants, jouant avec le bébé tout en écoutant attentivement les histoires que Rose lisait à son petit frère. L'amour qui grandissait entre eux ne connaissait aucune barrière de sang ou d'origine. Daniel transforma complètement l'héritage des Cardan. La société, autrefois uniquement axée sur les profits, gérait désormais l'une des plus grandes fondations du pays en soutien aux enfants défavorisés. Le Fonds Hélène, comme il était nommé, avait déjà construit 3 hôpitaux dans des zones défavorisées et maintenait des programmes de bourse pour les jeunes issus de milieux modestes. C'est ainsi que nous honorons sa mémoire, disait-il toujours en inaugurant un nouveau projet. L'histoire de Rose se répandit dans toute la ville, inspirant d'autres familles à revisiter leurs préjugés et leurs valeurs. La fille autrefois rejetée dans la pluie était désormais un exemple de la façon dont l'amour peut briser les barrières les plus solides. Ses notes exemplaires à l'école et son talent pour la musique, découvert lors des cours de piano qu'elle avait tant désiré, étaient une source de fierté pour toute la famille. L'ancien bureau de Charles fut transformé en bibliothèque communautaire, où Rose et Hazel passaient des après-midi entiers à lire des histoires aux enfants du quartier. Les étagères, autrefois remplies de livres de comptabilité, abritaient maintenant des contes de fées et des récits d'aventures. Sur le mur principal, un portrait d'Hélène souriait à tous ceux qui entraient, comme pour approuver la transformation de cet espace autrefois sombre. Un après-midi, en observant sa famille rassemblée dans le jardin, Rose poussant son petit frère sur la balançoire, Daphné et Hazel bavardant à l'ombre d'un arbre, Ruth servant une limonade fraîche à tous, Daniel ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'empire que mon père s'étant battu pour préserver n'a pas été détruit, comme il le craignait. Il a été transformé en quelque chose de bien plus grand et significatif, pensa-t-il. La véritable richesse des Cardan ne résidait plus dans leurs comptes bancaires, mais dans l'amour qui unissait cette famille improbable et spéciale. Après tous les défis, Rose trouva non seulement un père, mais aussi une famille entière qui comprenait enfin la valeur de l'amour inconditionnel. Chaque difficulté rencontrée avait rapproché ceux qui l'entouraient d'une manière inimaginable. Daniel, de son côté, passa d'un homme distant à un père aimant et protecteur, symbolisant une renaissance non seulement pour lui, mais aussi pour tout l'héritage des Cardan. Il réalisa que la richesse et le pouvoir qu'il possédait ne signifiaient rien sans une vraie famille, une qu'il pouvait protéger et honorer, et décida de reconstruire cet héritage autour de l'amour et du soutien aux autres. Rose, quant à elle, s'épanouit. Elle n'était plus la fille perdue errante. Son courage à insister sur sa vérité montrait que sa force venait de quelque chose de bien plus grand que la simple recherche d'un foyer. Sa présence transforma les vies de tous ceux qui l'entouraient, les inspirant à embrasser une seconde chance. Le manoir des Cardan devint un véritable foyer, un lieu où les éclats de rire résonnaient dans des couloirs qui, autrefois, ne contenaient que silence et secret. Daphné, en acceptant Rose comme sa fille, trouva le sens profond de la maternité, comprenant que l'amour d'une mère va bien au-delà des liens du sang. Hazel, avec sa foi et son affection, devint le centre de cette maison, guérissant non seulement l'âme de Rose, mais aussi celle de tous ceux qui y vivaient. Ruth, par son acte de bonté en sauvant la vie de Rose, personnifia la rédemption que l'argent ne peut acheter. Quant au bébé, il symbolisait qu'une famille unie était le plus grand cadeau de la vie. Désormais, chaque recoin de cette maison portait les marques de l'amour construit brique par brique dans un foyer plein d'espoir et de sens. L'histoire de Rose montra que la douleur et la perte ne définissent pas nécessairement son destin. À partir de la souffrance, elle bâtit une nouvelle vie, une vie où le véritable héritage des Cardan resterait à jamais le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de partager des histoires captivantes presque tous les jours. Ne manquez pas la prochaine narration incroyable qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Nous sommes immensément reconnaissants de vous avoir parmi nous. Maintenant, vous pouvez cliquer sur les liens qui apparaissent sur votre écran. Nous avons une sélection spéciale rien que pour vous, pleine d'histoires précieuses et d'un divertissement garanti. À très bientôt.